Hebdo, édition du dimanche 20 février 2022. Bien le bonjour à tous et merci d'être sur STV. Affaire Conceição s'achemine tant vers un bras de fer entre le président de la FECAFOOT et le ministre des Sports, alors que le professeur Narcisse Mollet-Cambi a annoncé sur la CIATV son intention de maintenir le coach des Lions Indomptables. Samuel Eto'o vient de lui écrire pour lui rappeler qu'il n'est pas dans son rôle. Par ailleurs, le président de la FECAFOOT a demandé au comité exécutif de la Fédération camerounaise de football de lui accorder jusqu'au 23 février pour décider de l'avenir au Cameroun d'Antonio Conceição. On en parle dans un instant. Et puis au Cameroun, la vie devient de plus en plus chère. C'est le cri poussé par les foyers. Un tour dans les marchés permet de constater que les prix des denrées alimentaires ont considérablement augmenté. Riz, huile, farine, pâtes, savon, tout est cher, disent les ménagères. À côté, on n'a encore aucune communication officielle des autorités. Comment comprendre cette situation? Quelles pourraient en être les conséquences? Et puis deux sujets pour sortir. D'abord, ce débat relancé autour des capacités du chef de l'État à continuer d'assumer ses fonctions présidentielles. Le débat a été relancé, je le disais, à l'occasion du 89e anniversaire du président Paul Biya. Ensuite, on dira un mot de cette crise à l'Assemblée nationale. Après le limogeage de Gaston Komba, le secrétaire général, l'ancien secrétaire général. On parle de tous ces sujets avec vous, Maître Achille Lodjo. Vous êtes avocat, conseiller juridique du Social Democratic Front. Bonjour et merci d'être avec nous ce dimanche. Bonjour ma chère, bonjour au panel. Bonjour également à l'ensemble des fidèles de cette production qui nous regarde actuellement. Salutations militantes à tous mes camarades combattants SDF, particulièrement ceux des arrondissements de Douala 2e et de Bazou, mon natal. Merci de l'invitation. Je pensais que vous alliez également saluer les communicants politiques qui n'ont pas pu être formés dans la semaine à cause d'une interdiction du sous-préfet de Douala 4e. Une autre idiotie venant du gouvernement du Cameroun. En réalité, je l'ai toujours dit et je le martèle, il y a certains administrateurs qui n'ont pas l'épaule pour supporter certains arrondissements qu'on leur confie. Rien vraiment de dangereux et puis on se fait trop d'amalgame. Une réunion qui est organisée, disons-le comme ça là, et même s'il faut rentrer dans le thème jeudi, on ne pourra pas qualifier cette rencontre de réunion. S'il faut rentrer dans la loi de 90, le sous-préfet a fait tout faux bon en parlant de manifestation publique. Donc vous comprenez que c'est un sous-préfet assez fébrile qui, en réalité, utilise comme l'État RDPC, la force, utilise, n'est-ce pas, les moyens de contrainte légaux pour pouvoir fermer la bouche des opposants que nous sommes. Mais je voudrais également rappeler à tous qui nous écoutent qu'une république n'est rien, une démocratie n'est rien sans opposition. Si nous n'avons pas le contradictoire, ça ne sert à rien. Nous ne pouvons pas voguer dans le même sens et croire que nous sommes dans une république, sincèrement. L'opposant que je suis n'est pas absolument là pour noircir le gouvernement. Nous sommes là pour les booster et les faire comprendre que eux, comme nous, avons un programme de société prêt à l'implémenter si jamais la souveraineté nationale nous avait été confiée. C'est ça l'essentiel. Merci Maître Achille Lodjo d'être avec nous ce dimanche. À côté de vous, Samuel Billon, il est le président du mouvement des réformateurs, candidat à l'élection présidentielle de 2011. Bonjour Monsieur Billon et merci d'être là. Bonjour Léla et merci de l'invitation. Je suis heureux d'être pour la première fois sur votre plateau. Je voudrais avec votre permission dire merci à vos nombreux téléspectateurs et faire un coucou à mes camarades du Sud, en particulier ceux du Djaïlovo de la vallée du Thème. C'est des comités que nous avons installés, des comités dans ces départements tout récemment. Évidemment, ceux de l'océan nous attendent, nous y serons bientôt. Alors, depuis 2011, justement, on n'a pas beaucoup entendu parler de votre mouvement. Oui, c'est vrai, vous avez raison. On n'a pas beaucoup entendu parler de notre mouvement, tout simplement parce que, d'abord, comme vous l'avez si bien relevé, notre candidature a été recalée pour l'élection 2011. Je crois que ça a quand même un peu cassé la dynamique. Et après, je crois que ça nous a un peu désastré dans ce sens que nous attendions effectivement à ce que 2011 soit le moment de changement, de par les dispositions constitutionnelles. Mais malheureusement, le RDPC qui a violé les dispositions constitutionnelles pour Pourquoi votre lever le candidature verrou. a été écartée en 2011 ? Écoutez, je crois qu'il n'y a pas de raison valable en réalité, parce que quand vous allez, on va vous dire qu'il n'y avait pas
il y avait des pièces qui manquaient, qui étaient surtout là. Mais en réalité, il faut aussi savoir que c'était beaucoup plus une candidature de témoignage et que nous voulions à ce moment présenter le parti, saisir l'occasion de l'élection présidentielle pour présenter le parti à l'ensemble de la communauté nationale. En fait, vous voulez saisir l'occasion de l'élection présidentielle pour présenter votre parti? Oui, évidemment, parce que vous savez que dans une élection... Donc, en fait, vous n'alliez pas pour obtenir les suffrages des Camerounais, mais pour Non, faire connaître votre parti. non, c'est pas ça. Vous savez, si vous suivez par exemple l'élection présidentielle en France qui est en train de se dérouler là, vous allez voir qu'il peut arriver qu'il y ait des candidatures de témoignages. Il peut arriver effectivement qu'il y ait des gens qui sont... Parce que nous n'étions pas en capacité, il faut dire les choses comme qu'elles sont, nous n'étions pas en capacité de gagner. Aujourd'hui, nous sommes prêts. Nous avons pris le temps de reconstruire si vous calmement. n'étiez pas en capacité de gagner, est-ce qu'aujourd'hui vous reconnaissez que c'était une erreur d'essayer de concourir en 2011? Non, c'est juste ce que je vous dis, que ce n'était pas une erreur, parce qu'en fait, il faut savoir que l'élection présidentielle, c'est un moment particulier de la vie politique, et que c'est pour ça que je vous prends l'exemple, par exemple, de ce qui se passe en France. Nathalie Arthaud, par exemple, en France, ou bien Jean Lassalle, ce n'est pas des gens qui partent pour gagner, mais c'est des gens qui font des candidatures, des témoignages. Donc, ça veut dire qu'effectivement, l'élection présidentielle peut être un moment de communication. Et donc, faire des propositions, parce qu'il faut aussi rappeler que nous avions créé le parti en 2006, qui a été légalisé en 2007. En 2011, beaucoup de nos concitoyens ne connaissaient pas le mouvement réformateur. Nous avions, par exemple, une idée réformatrice qu'il fallait présenter à la communauté. Nous avions une candidature qui était préparée, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ça veut dire que c'était une candidature beaucoup plus de témoignages. Aujourd'hui, nous avons pris le temps, nous sommes prêts, et il ne fait aucun doute que lors des prochaines élections, ce ne sera pas seulement une candidature de témoignages. Nous irons pour gagner. Quand vous dites prêt, vous mettez quoi exactement? Parce qu'entre 2011 et 2025, qu'est-ce que vous mettez dans « nous sommes prêts » ? Bon, nous mettons dans ce que nous sommes prêts, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, nous sommes à peu près à une quarantaine de fédérations sur l'ensemble du territoire national. En 2011, nous ne l'avions pas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons des relais. Nous avons 30 comités départementaux installés aujourd'hui qui sont prêts à soutenir une telle candidature. En 2011, il n'y avait pas ça. Donc, c'est pour dire que nous avons quand même fait un travail de profondeur, un travail bien sérieux et qui nous permet aujourd'hui d'être prêts et de concourir efficacement. J'annonce tout simplement, aussi bien à nos militants qu'à l'ensemble de la communauté nationale, qu'en ce qui concerne la prochaine élection présidentielle, en l'occurrence, nous irons là-bas pour remporter. Ça ne sera pas comme en 2011. Et d'ailleurs, c'est parce que c'était une candidature de témoignage que nous n'avons pas voulu faire de recours. Bon, on s'est dit qu'effectivement, on fait la passe, d'autant plus que, comme je l'ai dit, le RDPC a violé les dispositions constitutionnelles en levant le verrou de la limitation des mandats. Et puis, donc, de ce coup, on s'est dit, OK, bon, on va les voir jusqu'où ils vont aller. Et on voit aujourd'hui jusqu'où nous sommes, parce qu'en réalité, depuis qu'on a levé cette disposition, vous voyez que tout va à volo. Rien ne marche dans le pays. On a le pays qui est aujourd'hui en guerre. On a une situation difficile. Vous en parlez avec notamment une forme d'incapacité au sommet de l'État. Donc c'est très difficile. Alors qu'en 2011, nous avions dit qu'il fallait que le président actuel respecte les dispositions constitutionnelles. Mais ça n'a pas été fait. Et nous sommes aujourd'hui dans une situation très difficile qui est due à cette modification de la Constitution. Merci, M. Billon, d'être avec nous ce dimanche. Face à vous, André Luther Meka, enseignant, militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonjour, M. Meka, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et bonjour à tous les militants du RDPC. Je voudrais également réitérer tous mes voeux d'anniversaire au président national. Je vous remercie de m'avoir invité et j'espère que nous allons partager les idées qui vont certainement édifier les Camerounais. Alors, les uns et les autres se plaignent justement du retour des délestages depuis que la CAN est terminée. Est-ce que vous avez déjà vécu ça dans votre zone? Ben écoutez, nous vivons cela au quotidien. Nous vivons cela au quotidien et les Camerounais sont même ancrés dans la culture de délestage, c'est-à-dire qu'ils savent qu'à chaque fois qu'il y aura un événement ou chaque fois qu'il y a notamment chaque fois qu'il y a des événements, il y a des coupures. Donc le Camerounais lambda s'attend toujours à ce qu'il y ait des coupures. Mais ce qui m'inquiète dans cette manie de faire de cette société, c'est que certains politiciens véreux associent une société, notamment concessionnaire, privée, n'est-ce pas, à l'État. Et c'est cette confusion-là qui fait en sorte que du côté même
des néo, on a l'impression que les responsabilités leur sont déchargées pour imputer cela à l'État. Parce que je pense... Parce que c'est l'État qui a signé le contrat de concession. Non, moi je pense que le problème n'est pas toujours. En fait, pour les politiciens, c'est très agréable de toujours tout déverser à l'État. Mais il est important de savoir que lorsque quelqu'un a acheté une entreprise ou quelqu'un a pris une responsabilité de prendre une entreprise, il est responsable, n'est-ce pas, de cette entreprise-là. Donc, ce qui me gêne souvent, c'est cette confusion savante qui est faite entre Eneo et l'État, alors que Eneo a été acheté, pour parler aussi simplement et trivialement, et toute la responsabilité du management incombe, n'est-ce pas, à tout, j'allais dire le thinking department, à toute la direction de cette entreprise. L'autre point de la question à laquelle vous refusez de voir, c'est comment est-ce qu'on en arrive justement à la concession? Parce que c'est également le reproche qu'on fait quand vous parlez de l'État. Oui, mais c'est des considérations simples. Nous étions, pendant les crises économiques, en récession, il y avait, n'est-ce pas, l'inflation dans le monde entier, les caisses étaient vides et la conférence de la Baule avec la démocratie est venue aussi avec les ajustements structurels et il était demandé, n'est-ce pas, parmi les clauses qui étaient demandées aux Camerounais, c'était effectivement de privatiser et de faire en sorte qu'on essaye de voir le fichier solde des fonctionnaires. Alors l'État a décidé de ne pas privatiser, mais de faire des concessions. Et c'est assez nouveau que certaines entreprises ont pu, n'est-ce pas, avoir des partenaires qui ont pris ces sociétés pour les redynamiser. Je crois que le véritable problème, et là il s'est posé un débat intéressant à cette époque, c'était soit la nationalisation, soit la privatisation, soit la concession. Je crois que pour s'ouvrir au monde et pour, n'est-ce pas, permettre à ce que les entreprises puissent être plus dynamiques avec des entreprises qui ont fait leur temps, qui ont fait, n'est-ce pas, leurs preuves sur le plan international, je crois que l'État a opté pour cette ouverture et notamment il revient, n'est-ce pas, à ces entreprises-là qui sont des entreprises connues dans le monde, de pouvoir montrer leurs compétences au Cameroun et de pouvoir, n'est-ce pas, faire en sorte que le service soit agréable pour les clients. Et les clients ne devraient que s'adresser, n'est-ce pas, aux responsables de cette entreprise-là. Quel rôle devrait jouer l'État quand l'État constate justement que ces entreprises n'arrivent justement pas à remplir leur cahier de charges? Mais l'État doit jouer son rôle de régulation et certainement aussi que l'État aussi... Est-ce que l'État joue son rôle? Oui, je crois que l'État, chaque fois, essaie, n'est-ce pas, d'appeler à ce que ces entreprises soient plus responsables. Et je crois que dernièrement, il y a eu un retrait de concession, je crois à la Kamwata, où l'État avait pratiquement retiré, n'est-ce pas, les Marocains qui étaient à la Kamwata. Donc il arrive parfois, et très souvent, que l'État tire la sonnette d'alarme et puisse, n'est-ce pas, redresser un certain nombre de choses. Merci André Luther Meka d'être avec nous ce dimanche. On reçoit également François Yodikam, il est journaliste, il est également auteur, vous vous en souvenez certainement, on l'a reçu ici il y a une semaine et demie, justement il nous présentait son livre sur Samuel Eto'o, l'enjeu et les démons. Bonjour François et merci d'être avec nous ce dimanche. Bonjour et merci de m'avoir renouvelé votre invitation. Je suis ravi de partager ce panel, ce plateau avec les autres. Vous me permettez juste de dire un mot. Oui, parce que voilà, Eneo ne peut pas distribuer ce qui n'est pas produit. Eneo est un distributeur. Et il se trouve qu'au Cameroun, nous avons cumulé un déficit en matière de production énergétique. Et la production de l'énergie incombe à l'État, d'abord, qui met en place des solutions, soit de manière autonome, soit en partenariat avec des privés. On a accumulé une trentaine d'années de déficit en matière de production énergétique. Ce qui fait qu'actuellement, quel que soit le concessionnaire, vous vous rendez bien compte qu'il y a toujours ces problèmes parce que l'offre n'est pas suffisante. Elle pourrait éventuellement être comblée avec le barrage de Natigal qui s'annonce. Elle pourrait être comblée parce que dans le même temps, il y a la demande qui croît aussi. Non, je voudrais juste préciser qu'il y a une fixité, une fixation sur l'État alors que les responsabilités, notamment, sont partagées. Oui, mais tout à l'heure... il parle de la responsabilité première qui incombe à l'État. Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que, non, pourquoi? Parce que quand vous faites du commerce, pour expliquer simplement, vous prenez une entreprise, vous faites du commerce, vous faites du bénéfice. Vous pouvez réinvestir dans l'entreprise pour que l'entreprise soit performante. Non, s'il vous plaît, je voudrais que nous soyons un peu plus honnêtes. Parce que quand vous prenez une affaire, pour vous expliquer ça simplement, vous prenez une affaire,
vous faites du bénéfice. Et ce bénéfice peut être réinvesti dans l'entreprise pour que l'entreprise soit plus performante et plus satisfaire les clients. Donc, la version politicienne d'imputer la seule responsabilité à l'État est tout simplement de mauvaise foi. Et ils le savent. Vous le savez. L'État a la responsabilité majeure. Eneo n'a même pas le droit, suivant sa concession, de se muer en producteur d'énergie. Vous le savez? Ok, c'est ce que j'avais à dire. Merci. En même temps, avec votre permission, en même temps, il ne faut pas faire comme si le seul problème, c'était le problème de production. On a de gros problèmes de transport d'énergie. J'ai dit majeur. Oui, non. Effectivement, c'est pour aller dans votre sens et dire que le problème, c'est même pas seulement. Ça veut dire que si on considère qu'effectivement, Eneo n'est pas dans la production, c'est pas parce qu'il y a. C'est pas comme si le problème, c'était seulement un problème de production pour un peu dire que Eneo n'est pas coupable. Mais je reviens aussi pour dire que la première responsabilité, ça veut dire que l'État a la responsabilité première, et j'allais même dire primordiale, de nous fournir. Ça veut dire que l'État utilise une entreprise et a la possibilité, effectivement, ou bien même a l'obligation de dire stop quand ça ne va pas. Donc tout ça, c'est la responsabilité de l'État. On ne peut pas dire que ce n'est pas la responsabilité de l'État. Ce sera le moment justement de remettre sur la table ces concessions. Évidemment. Et ce n'est pas la seule concession. On en a des tonnes où ça ne marche pas. Quand c'est le chemin de fer, ça marche. Qu'est-ce qui marche au Cameroun? Beaucoup de choses marchent. Fédération camerounaise, ministère des Sports, s'achemine-t-on vers un bras de fer entre les deux institutions au sujet du maintien au nom d'Antonio Conceição? Une question qui divise également l'opinion publique, alors que le professeur Narcisse Moelle-Kombi annonce le maintien du sélectionneur portugais. Il vient d'être recadré par le président de la FECAFOOT qui estime qu'il n'est pas dans son rôle. Maître Achille Le Dio, comment est-ce que vous analysez la situation qui prévaut actuellement entre le ministre des Sports et le président de la FECAFOOT? Je pense très humblement que c'est un autre bras de fer inutile dans l'andéno sportif camerounais. C'est inutile parce que en réalité, le ministre a été un peu maladroit. Également, le président de la FECAFOOT, à mon humble avis, l'a également été. Il est des choses pour lesquelles, véritablement, à ce jour, je pense qu'on doit cesser de les mettre sous les projecteurs. Monsieur le président de la FECAFOOT est dans son bon droit lorsqu'il attire l'attention du ministre des Sports et de l'Éducation physique à travers une correspondance que personnellement j'ai découvert à travers les réseaux sociaux, correspondance à travers laquelle il voudrait que l'article 3, alinéa 1er de la loi, je prends du décret 2014, soit effectivement respecté. Et cet article dit l'organisation technique administrative des équipes nationales incombe à l'instance fêtière. Nous sommes tous d'accord. Sauf que si vous prenez le contrat de M. Conceição, vous allez vous rendre compte qu'il y a deux parties majeures. Le monsieur, entraîneur-sélectionneur, c'est ce qui est dit, et l'État du Cameroun représenté, ou alors le gouvernement du Cameroun, représenté par le ministre des Sports. Et il a également une convention entre l'instance fêtière et le ministère de tutelle qui voudrait que le recrutement d'un entraîneur-sélectionneur soit précédé obligatoirement de l'avis de ce ministère. Quand vous regardez donc, vous rendez encore compte que c'est beaucoup de flou juridique. On aurait dû dire, comme le stipule l'article 3 en son alinéa 1er du décret 2014 portant réorganisation du mouvement sportif, bref, je vais dire de la FECAFOOT, qu'effectivement, l'organisation administrative et technique incombe à l'instance fêtière à la FECAFOOT. Point barre, on s'arrête là. En fait, les tests qui délimitent les prérogatives et les rôles effectivement, de chacun ne sont pas on aurait clairs. dû s'arrêter là, que tout aurait été clair pour tout le monde. Sauf que vous allez vous rendre compte que quand c'est un entraîneur qui est recruté, son contrat n'est pas signé avec la FECAFOOT, mais c'est avec le gouvernement du Cameroun qui en réalité
est comme, je vais dire, la mamelle nourricière de la FECAFO en termes financiers. Donc, pour moi, je dis, si M. Samuel Eto'o a bien fait d'attirer l'attention du ministre des Sports et de l'Éducation physique sur le respect de deux textes, à savoir les statuts même de la FECAFOOT et de l'autre côté, le texte organisant, n'est-ce pas, cette instance fêtière, il a lui aussi fauté parce qu'en réalité, cette correspondance, c'est vrai, d'aucuns diront ça lui permet d'imposer son rythme, ça lui permet de dire au ministre c'est fini avec le cafouillage d'antan, c'est fini avec tout ce qui s'est passé avant, maintenant c'est les textes. Non, moi je pense que cette affaire peut nous amener encore à un bras de fer qui sera, ou qui serait, je préfère utiliser le conditionnel, qui serait préjudiciable au mouvement sportif parlant du football en général. Donc pour moi, je pense que la correspondance de Samuel Eto'o, même si elle est dans le sens d'un recadrage, sincèrement, s'il avait pris du recul pour lire, ce ne reste le contrat. Quand vous regardez même les visas, vu tel texte, vous vous rendez compte que Samuel Eto'o, bref, la FECAFOOT, pour ne pas personnaliser le débat, n'est pas la partie principale concratante dans ce contrat. Alors, on a justement un ancien de la FECAFOOT. Avant de revenir sur la correspondance de Samuel Eto'o, si elle était nécessaire ou pas, j'aimerais qu'on interroge principalement la sortie du ministre des Sports sur Actualité Hebdo, le ministre des Sports qui allait annoncer le maintien de Conceição. Est-ce qu'il était dans son rôle? Bien évidemment, il est dans son rôle, parce que c'est le ministre... Sans avoir préalablement consulté le président de la FECAFOOT, et que le président de la FECAFOOT le découvre également à l'antenne comme le public. Bon, je ne voudrais pas entrer dans des polémiques. Je veux dire, ce sont les faits. Je ne voudrais pas entrer dans des polémiques, mais je crois que le ministre des Sports est dans son rôle, notamment de la tutelle de la FECAFOOT, mais aussi de celui qui est, n'est-ce pas, qui donne l'orientation, n'est-ce pas, de la politique du sport, notamment qui reçoit les instructions du chef de l'État. Donc, je crois qu'il est dans son rôle. Il est dans son rôle d'autant plus que le contrat de M. Conceição da Silva a été renouvelé sous la haute instruction, n'est-ce pas, du chef de l'État, qui a demandé, n'est-ce pas, qu'on puisse renouveler. Et il est de notoriété publique. Je crois que Maître Lodjo a retrouvé ses attributs, sa toge d'avocat. Il a été sincère en disant que la FECAFOOT n'est pas contractante, n'est-ce pas, du contrat. Et donc, c'est le ministre des Sports qui est, n'est-ce pas, garant, n'est-ce pas, du recrutement de l'entraîneur et même du paiement, n'est-ce pas, de l'entraîneur et des primes. Donc, à ce niveau-là, c'est l'État camerounais qui dispose, n'est-ce pas, qui sponsorise l'équipe nationale et qui, n'est-ce pas, a les moyens de pouvoir entretenir l'équipe nationale. Bien évidemment, il peut y avoir une collaboration où l'aspect technique et administratif peut revenir à la FECAFOOT. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute l'organisation qui aboutit à un recrutement technique d'un entraîneur et un encadrement technique d'un entraîneur peut revenir, n'est-ce pas, à la FECAFOOT, mais la décision finale et le paiement revient, n'est-ce pas, à l'État, notamment qui est représenté par le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Au-delà, n'est-ce pas, de ce juridisme, il est important de dire, et c'est important d'interpeller les deux personnalités. D'abord, M. Samuel Eto'o, qui est une autorité footballistique, une autorité, une élite de football mondial, une légende, qui doit, n'est-ce pas, se conformer à la légalité, mais aussi au respect de l'autorité. Parce qu'il faut lui-même une autorité. Nous ne pouvons pas accepter que les Camerounais puissent bafouer, n'est-ce pas, la légende du football qu'il est, l'autorité du football qu'il est. Autant nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait une discordance au niveau sommet de l'État, sommet du football. Nous avons des échéances à préparer. Nous avons les Camerounais qui ont eu la petite finale attendent beaucoup de cette équipe nationale. Et cette équipe nationale est dans les phases de barrage avec l'Algérie. Je crois qu'il est de bon ton. Et c'est tout à fait nécessaire. C'est même un impératif catégorique que les deux personnalités puissent s'entendre pour nous faire franchir cette étape qui sera pratiquement impardonnable pour les Camerounais. Et à cela, c'est juste la bonne collaboration, la bonne entente et notamment, n'est-ce pas, les bonnes perspectives. Et à cela, le ministre des Sports a, dans un communiqué, notamment, peut-être même aussi à Actualité Hebdo, une chaîne, la chaîne publique, la CRTV, a dit qu'il y a une réflexion qui est menée
sur les perspectives pour pouvoir améliorer, renforcer les capacités du staff et de pouvoir donner des perspectives, n'est-ce pas, au staff technique et à l'encadrement des lions et notables. Ça veut dire qu'il est ouvert, n'est-ce pas, aux critiques qui ont été données et il est ouvert, n'est-ce pas, aux perspectives. C'est pour ça que je dis qu'il est important que les deux personnalités puissent s'associer pour nous permettre d'abord de franchir ces barrages que les Camerounais attendent vraiment avec beaucoup d'impatience. Je note que vous ne voulez pas répondre à... Quelle était la question, madame? Non, je veux dire, je note simplement que vous ne répondez pas au fait que Samuel Eto'o-Fils, le président de la FECAFOOT, découvre comme le public que le ministre a décidé du maintien du coach à la télévision. Oui, peut-être que vous avez des informations que je n'ai pas, puisque vous avez affirmé de façon péremptoire qu'il n'a pas contacté M. Samuel Eto'o-Fils, ils ne se sont pas parlé. Moi, j'ai vu des deux personnalités très, très amicales pendant la CAN. C'était un duo magique. L'autre venait donner la position du gouvernement, l'autre faisait du coaching, de l'encadrement. Je les ai vus main dans la main, ils ont poussé l'équipe jusqu'au demi-finale. Donc moi, je suis surpris aujourd'hui que vous dites, parce qu'il ne l'a jamais dit, j'attends qu'ils le disent pour qu'on prenne acte, que vous dites que le ministre des Sports n'a pas causé, n'a pas contacté M. Samuel Eto'o. J'en doute fort. Et permettez-moi d'en douter, puisque ce n'est pas M. Eto'o-Fils qui l'a dit lui-même. Alors, avec vous, justement, j'interroge la qualité des relations, finalement, entre ces deux institutions au regard des différentes sorties. La sortie du ministre, le recadrage de Samuel Eto'o-Fils. OK, tout dépend de ce qu'on veut faire ou de ce qu'on veut dire. On peut choisir d'être superficiel, de faire dans la langue de bois et puis, voilà, de ménager les susceptibilités. On peut mettre les pieds dans le plat. Le problème est plus grave. Vous avez choisi de faire quoi? Moi, je ne suis pas venu ici à midi pour faire... Voilà, vous allez mettre les pieds dans le plat. Je serais resté chez moi. Alors, le problème est plus profond que M. Meka ou bien d'autres veulent bien le dire. Il s'agit d'une bataille pour l'autonomie de la gestion de l'Africafoot, du sport, du football camerounais. Il se trouve qu'au Cameroun, l'État, RDPC, veut garder la main sur le football. Et tout ce qu'il y a comme qui gravite autour du foot, y compris la sélection nationale du Cameroun. Il a été prouvé depuis bien longtemps que la FECAFOOT, en tant qu'entité, est capable de générer suffisamment de fonds pour payer l'entraîneur national camerounais, le sélectionneur camerounais. Mais l'État camerounais refuse de lâcher du lest et veut garder la main sur la désignation du sélectionneur. C'est une incongruité, je veux dire, qui vient d'ailleurs. Parce que comment comprendre que jusqu'à ce jour, M. Meka nous dit que pour désigner un sélectionneur, on a besoin de l'aval de la décision du président de la République. C'est quand même scandaleux. Le président de la République, qu'est-ce qu'il sait des questions du football? Au point de désigner, ce n'est pas son rôle, ce n'est pas là qu'on l'attend. Alors, Samuel Eto'o le sait. Mais moi, je dis, il engage une mini-révolution, n'ayant pas encore cumulé toutes les armes qu'il faut. Parce que, au stade actuel, la FECAFOOT ne peut pas seule nommer un entraîneur avec les tests que nous avons. La FECAFOOT est quasiment minoritaire. Mais ce qui serait souhaitable pour le bien du football camerounais, c'est que justement, la FECAFOOT retrouve la plénitude quand il s'agit de la gestion de toutes les sélections nationales et génère suffisamment de moyens pour s'en occuper. Il faudrait qu'on cesse de politiser tous les pans du football camerounais. Et c'est ce qui est en train de se passer. On n'a pas besoin pour désigner un sélectionneur de recueillir l'avis du président, que le président tranche sur une question aussi technique que cela. Il s'agit de jouer au football, tout simplement. Donc je crois que ceux qui sont qui ont les outils techniques sont suffisamment forts. Mais l'État camerounais ne laissera, tout comme l'État camerounais continuera à payer des primes. Parce que le circuit de paiement de primes est un circuit essentiellement mafieux. Ce ministre qui s'accroche à cette prérogative sait que tout ce circuit-là permet à des gens qui gravitent autour du ministère de s'en mettre plein les poches. Pourtant, l'idéal, même sur la question du paiement des primes, ce serait que c'est la FECAFOOT qui s'en occupe. La FECAFOOT aujourd'hui peut générer suffisamment de moyens. On le voit avec l'arrivée de Samuel Eto'o qui a déjà pu ramener 3 sponsors majeurs.
Non, je voudrais préciser, il faudrait qu'on classe, on s'accorde sur un certain nombre de débats. Je crois qu'il faudrait qu'on s'accorde, notamment sur les textes, que c'est le ministre des Sports qui a autorité à pouvoir recruter un entraîneur. J'ai passé ce débat-là. Ok, maintenant vous êtes dans que j'ai dit il est superficiel. Voilà. Mais non, il n'est pas superficiel, il est juridique. Oui, maintenant, vous avez engagé un autre débat très intéressant sur l'autonomie de la FECAFOOT et la plénitude de la FECAFOOT de prendre les charges, notamment de l'entraîneur et du staff technique et même des primes. Oui. Mais là encore, c'est tout un autre débat et il faut, n'est-ce pas, un encadrement juridique pour pouvoir aboutir à cela. Nous ne sommes pas dans une pétrolière, nous sommes dans une république. Et une république est encadrée par les textes. Si les textes ne l'autorisent pas, alors c'est un débat, j'allais dire, un peu... C'est pour ça que j'ai précisé qu'à l'état actuel, Samuel ne dispose Parlons pas justement, de moyens. parlons justement de ces tests. Maître Achille Ledieu pouvait savoir tout à l'heure qu'ils ne sont pas suffisamment clairs. Ils ne délimitent pas suffisamment les rôles et les prérogatives aussi bien de la FECAFOOT que du ministère des Sports. On le sait, cette bataille-là, on la vit depuis tellement longtemps au Cameroun, la bataille pour le contrôle justement du football camerounais entre la FECAFOOT et le ministère des Sports. Est-ce qu'il n'est pas simplement temps aujourd'hui de revoir ces tests? Sinon, comment comprendre que jusqu'aujourd'hui, malgré tous les exécutifs qui se sont succédés à la FECAFOOT, malgré tous les changements qu'il y a eu au ministère des Sports, que les tests soient restés les mêmes? Bon, écoutez, moi je pense, avec votre permission, je vais dire une ou deux choses d'abord pour revenir précisément à votre question. D'abord pour dire que il ne faut pas qu'on mette Samuel Eto'o en face du ministre. Je crois qu'il y a un comité exécutif. Donc, il ne faut pas qu'on fasse comme si c'était une affaire entre deux hommes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je veux saluer la démarche réformatrice du comité exécutif. Je pense que si on peut retenir quelque chose de l'échange de correspondance, même si je regrette qu'on retrouve des correspondances dans les réseaux sociaux, parce que normalement, je ne suis pas pour ceux qui pensent que toutes les correspondances doivent se retrouver dans les réseaux sociaux. Je crois qu'on peut avoir une démarche sans qu'on ait notamment à jeter les correspondances administratives dans les réseaux sociaux. Donc je pense qu'il y a une démarche réformatrice du comité exécutif de la FECAFOOT que je voudrais saluer. Et là, en tant que président du mouvement réformateur, moi je m'attends à ce qu'ils viennent nous rejoindre les uns et les autres. Je ne parle pas d'une seule personne. Quelle est la démarche réformatrice? Mais malheureusement, vous-même, vous l'avez dit, mais je ne sais pas si... Quand vous dites qu'ils sont dans une démarche, effectivement, pour revoir les textes... De l'autonomisation. De l'autonomisation. Quand vous dites qu'ils sont dans une démarche d'autonomisation, c'est une démarche réformatrice. À moins que vous ne sachiez pas ce que vous êtes en train de dire. Non, je veux préciser la démarche. J'ai bien dit qu'il s'attaque à un problème sans avoir les armes. Okay. Ça, c'est la diversion, tout simplement. Il ne peut pas réformer à l'État. On ne va pas changer les tests. Non, écoutez un peu. Il ne paye pas l'entraîneur, il ne peut pas le nommer. C'est aussi simple que ça. Écoutez, il y a une démarche. Oui. Il y a une démarche, il y a une volonté. Après, maintenant, les gens peuvent faire face à un certain nombre de contraintes. Mais la démarche, elle est là, la volonté est là. Okay. Bon. Maintenant, pour revenir un peu sur les textes, je voudrais dire que, aussi bien la sortie du ministre, parce que M. Meka a dit que le ministre était dans son droit. Il n'est pas du tout dans son droit. Effectivement. Aussitôt que la sortie aussi bien que la sortie du ministre, que la correspondance de M. Eto'o, ces deux sorties nous mettent en fait hors sujet. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on n'a pas un problème de recrutement d'entraîneurs. Celui qui est là, il est bien installé. Il a été recruté en 2019, en septembre 2019 notamment. Et puis, son contrat a été renouvelé, il me semble, en août 2021. Donc, à ce stade-là, nous n'avons pas un problème de recrutement. Pour combien dit que le ministre... Il y a un problème. Oh, monsieur. Si vous permettez que je précise, non, mais laissez-moi au bout de ma pensée. Laissez-moi au bout de ma pensée. Laissez-le parler. Les attentes, on peut se débarrasser de l'entraîneur. C'est comme ça que ça se passe dans le football moderne. Le contrat de l'entraîneur est sujet à... Monsieur, on dit. Monsieur, il faut être parler. Il faut être oui. Au moment où nous parlons là, il n'y a pas un problème de recrutement. Puisque nous avons un entraîneur qui est là. Nous avons un entraîneur qui est là. Qui n'a pas donné les résultats qu'on attendait. Mais vous mélangez tout. François, permettez vous mélangez tout. Après, il peut se poser un problème de limogeage de l'entraîneur au vu des résultats. Ce n'est pas la même chose. Vous comprenez? Non, ce n'est pas la même chose. Donc, ça veut dire qu'il faut d'abord le limoger avant d'arriver à un besoin de recrutement d'entraîneurs. Il faut être méthodique. Et aujourd'hui, désolé, mais aujourd'hui, maintenant, pour le limogeage de l'entraîneur,
en vertu des tests en vigueur, le ministre n'a strictement rien à dire, puisque le ministre n'a pas vocation à s'occuper des aspects techniques. Si, c'est lui qui limoge depuis. Mais M. Meka, c'est lui qui Mais limoge écoutez, les entraîneurs lisez au les Cameroun. textes de l'Afrique. Lisez les textes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le ministre, au regard des textes, le ministre n'a rien à voir sur les aspects techniques. Aujourd'hui, quand vous regardez les textes, en vertu du fait que c'est l'État qui assume la responsabilité financière, que c'est l'État du pays. Donc les tests donnent, l'esprit des tests, c'est de dire quand même que celui qui paye a un droit de regard dans le processus de recrutement. C'est ça l'esprit des textes. Mais techniquement, le ministre n'a rien à faire. Et donc ça veut dire que si l'exécutif de l'Africa-Foot estime qu'il y a des arguments pour justifier que l'actuel entraîneur a été mauvais et qu'il a commis une faute lourde notamment, ils peuvent le démettre. Donc le ministre n'a rien à voir, de mon point de vue, n'a rien à voir là-dessus. C'est pour ça que je dis que il faut édifier les gens qui nous écoutent. Hein. C'est le ministre au Cameroun qui nomme le sélectionneur national. Otto Pfister, oui, voilà. Otto Pfister, par exemple, a été sélectionneur des Lions Indomptables. Son contrat n'avait même pas été homologué par la FECAFOOT. Et je veux vous dire, la subtilité dans cette affaire, pourquoi est-ce qu'on fait rentrer la FECAFOOT en jeu? C'est parce que tant que la FECAFOOT n'homologue pas un contrat, aux yeux de la FIFA, il n'est pas valable. Aux yeux de la FIFA, le sélectionneur n'est même pas capable de porter une requête. C'est comme ça. En 2008, Otto Pfister a bien représenté le Cameroun. Oui, parce que plus tard, son contrat était là. Je dis pendant de longues années, il est resté avec un contrat strictement signé par le ministère, mais refusé par la FECAFOOT. Vous pouvez le vérifier. D'accord. Maître, mais vraiment, c'est dommage parce que moi, je ne comprends pas comment vous pouvez dire que l'actuel exécutif est dans une démarche d'autonomisation. Mais ce n'est pas, quand on dit autonomisation, ça ne peut pas dire que sur les textes, ça n'existe pas. Hein. Ça veut dire que vous parlez de la pratique. Oui. Et le courrier qu'on a vu circuler rappelle exactement, c'est pour ça que c'est un rappel, des dispositions, comme pour dire qu'ils ont la primauté sur le recrutement. OK? D'accord? Oui. Les textes ont été soumis. Vous avez lu le courrier comme moi. Oui, oui. Mais comment vous pouvez donc dire que c'est le ministère qui recrute, alors qu'on vient de rappeler au ministre les conditions de recrutement? Maître, quel est l'enjeu de ce qui se joue à ce moment? Monsieur Meka, vous savez, c'est le ministre qui recrute. Deux enjeux, à mon humble avis soit-il. Le premier, c'est que ça risquerait d'avoir une incidence sur la préparation du match contre l'Algérie. Et effectivement, ça risque de créer une guérilla entre le ministère des Sports et de l'Éducation physique et l'instance fêtière. Et si la guérilla s'installe, c'est encore mal parti, mal barré pour le football camerounais. Je voudrais qu'on se comprenne et qu'on rentre dans les faits. Les éléments factuels sont là et ne souffrent de rien. Je vous ai dit que le Cameroun fait partie de ces pays, ces rares pays au monde où on dit, où on fait ce qu'on n'a pas, on ne fait pas ce qu'on a prévu. C'est-à-dire on a prévu des choses, des très belles choses qu'on a consignées dans des textes de loi, mais qu'on ne les applique jamais. Voilà la particularité du Cameroun. Je vous ai dit que le décret de 2014 portant organisation et fonctionnement des équipes nationales du football est assez clair. En son article 3, la gestion administrative, technique, sportive incombe à la FECAFOOT. Si on s'arrête là, vous conviendrez avec moi que le contrat d'un entraîneur-sélectionneur devait être signé entre ce dernier et la Fédération camerounaise de football qui, en le signant, n'est-ce pas, engage l'État du Cameroun. Parce que les primes, les salaires, c'est l'État du Cameroun qui les paye. Sauf que quand vous regardez comment est-ce que sur le plan juridique, tout cela est ficelé, vous rendez effectivement compte que, comme le disait mon panéliste de gauche, effectivement, c'est aussi, et l'on peut l'analyser comme ça, on ne jetterait, moi personnellement, je ne jetterais pas de pro sur ceux qui l'analyseraient ainsi. Ceux-là peuvent penser que c'est une bataille pour avoir la main mise sur le mouvement sportif et principalement, particulièrement, le football qui génère beaucoup de centaines de milliards de francs CFA. Alors, prenons des exemples simples.
Le contrat de M. Conceição, c'est, je veux dire, Conceição est lié à l'état de campagne, contrat de travail. C'est le contrat numéro, si vous permettez que je retrouve mes écrits, numéro 221, bas 015, bas MINCEP, bas CAP, CAB, du 27 août 2021. Ça, c'est quand on renouvelle toujours. Vous comprenez que même quand vous lisez seulement l'intitulé, vous comprenez qu'on a mis la FECAFOOT à la touche. Et quand je regarde ce contrat, effectivement, il y a 3 signatures. À gauche, je crois, il y a M. Conceição. À droite, il y a le président de la FECAFOOT de l'époque. Et au bas, au centre, c'est le ministre. Vous comprenez que c'est lui le patron de cette chose. Quand vous faites une analyse même seulement de la disposition des signatures, c'est lui le patron de cette chose. Et c'est le contrat... En abusant, il faut préciser. Oui, je suis en train de démontrer l'abus. Voilà. Le contrat est signé entre le gouvernement du Cameroun, représenté par le ministère des Sports ou le ministre des Sports et de l'Éducation physique, et M. Conceição. Ce n'est pas normal. C'est un abus. C'est une bataille pour la mainmise sur cette affaire-là. Effectivement, en mettant le visa à la signature, en y apposant l'empreinte de la FECAFOOT, c'est permettre que cela puisse passer auprès de la FIFA qui refuse toute interférence d'un État dans tout ce qui est football ou mouvement sportif en ce sens-là. Donc, pour moi, je dis, s'il est vrai que le ministre était très maladroit, parce que vous ne pouvez pas assister, être invité à une émission, et vous vous prononcez de façon aussi péremptoire sur une question brûlante, une question aussi délicate comme celle-là. Parce que j'ai suivi ce passage-là, où il dit qu'on va renouveler. Il est à l'indicatif, c'est le mode de la certitude. Il n'est pas en train de douter. Or, quand vous regardez les tests, Samuel Eto'o également a raison de revendiquer sa part de pouvoir, en lui rappelant effectivement les dispositions du texte qui lui attribue ses pouvoirs. Sauf qu'en matière de droit, M. Samuel Eto'o, faites attention, je sais que vous êtes encadré de très grands juristes, mais en matière de droit, faites attention avec le professeur Moël Ekombe qui risquerait de vous amener dans une autre guérilla à n'en point finir. Moi, si j'avais un conseil à vous donner, je vous dirais vous avez mal fait en vous exposant de la sorte. Il va prendre ça comme une défiance, que vous le voulez ou pas. Je parle bien de la part du ministre. Mais si vous avez les épaules, allez-y avec cette défiance. C'est comme vous voulez faire peur à Eto'o, la maître. Non, il faut analyser les éléments factuels. Aujourd'hui, je suis un opposant et je suis un libre penseur. Quand il faut le dire, il faut attirer l'attention des uns et des autres parce que seul notre Cameroun nous est cher. J'ai très mal dormi le jour que les Lions ont été éliminés. Parce que moi, j'aime le football. Je suis le président des avocats qui jouent au football à Juprat. Ici, donc je pratique le sport qu'on appelle le football. Je m'y intéresse fortement. Qu'est-ce que Samuel Eto'o aurait dû faire? Samuel Eto'o n'aurait pas dû répondre par une correspondance comme celle-là. Il aurait dû faire quoi? Il aurait dû regarder de fond en comble si effectivement en sortant une correspondance comme ça, il est dans ses droits. Regardez le contrat de M. Conceição. Je vous dis, avant de venir ici, là, j'ai eu à et il n'est pas dans ses droits en sortant cette correspondance? Non. Samuel Eto'o, si vous regardez bien, il évoque une disposition et il y a une autre disposition de 2015 qui crée un flou. Je vous dis que l'État du Cameroun, c'est l'un des rares États au monde où on vous donne un pouvoir avec un texte et on le retire avec un autre texte similaire. C'est comme ça là au Cameroun. Et il y a cette notion de texte qui vient modifier et compléter. Parfois on vous dit qu'il y aura un décret d'application. Le décret d'application viendra vider c'est-à-dire la substance qu'on vous a confiée. Pour dire quoi? Revenons dans le cas de M. Samuel Eto'o. Pour terminer.
effectivement, le décret 2014, c'est lui, c'est la fédération camerounaise de football qui a la charge de l'administration, de la technique et de tout ce qui est sportif. Sauf que même la fédération a une convention avec le ministère des Sports. Est-ce que vous savez que même pour limoger là, il faut un avis du ministère des Sports? Il faut son avis. Et parfois, étant ministre, il doit requérir sa hiérarchie. Et nous sommes dans un pays également où aucun ministre ne peut rien faire. Facultatif? Obligatoire. Là, je suis catégorique dessus. De quelle disposition? Qui? Quelle disposition qui fait obligation au président de la FECAFOOT de consulter le ministre pour... Regardez, je vais vous répondre tout à l'heure, l'autre prise de parole, je vais vous situer là-dessus. Alors, vous allez rendre compte, le ministre a un avis obligatoire à donner. On vous donne un pouvoir avec l'article 3, alinéa 1er du décret de 2014, et on le vide absolument avec un autre texte. Voilà le piège. De 2015 à l'occurrence. Oui, de 2015. Vous ne pouvez pas, à l'état actuel, comme le disait le frère, et on n'a pas sur le plan juridique les armes pour pouvoir mener ce combat de réforme et d'avoir la même mise que nous souhaitons de tout notre vœu sur la gestion de l'Afrique. Justement, André Luther Meka, parlant justement de la mainmise du gouvernement sur le football camerounais, que gagnerait notre football à s'en départir? Je veux dire, vous personnellement, êtes-vous pour l'autonomisation de la FECAFOOT? Disons que on ne peut pas gérer une équipe nationale de façon autonome. L'équipe nationale, c'est le patrimoine national. C'est, n'est-ce pas, l'égérie de la nation. Et le chef de l'État doit avoir un regard, j'allais dire même profond, dans cette équipe. Parce que non seulement cette équipe rassemble, fédère, mais également cette équipe peut, n'est-ce pas, augurer un certain nombre de discordes et d'aigreurs qui peuvent impacter, n'est-ce pas, la tranquillité et la sécurité du pays. Donc pour moi, l'autonomisation, non, mais la collaboration, oui. Et c'est de cette collaboration-là dont nous parlons. Parce que cette collaboration ne marche pas, comme on le constate depuis des années. Bon, c'est vous qui dites qu'elle ne marche pas. Non, c'est vous qui dites qu'elle ne marche pas. Ce que je dis, c'est qu'il y a un problème. Le problème qui s'oppose, c'est que Conceição n'a pas donné les résultats attendus de façon populaire, parce que les Camerounais voulaient gagner la CAN. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Et on a trouvé qu'il y a eu une erreur technique, notamment d'un entraîneur de bas niveau, d'après les Camerounais, qui n'a pas su gérer la demi-finale. Et les Camerounais sont allés au pénalty, il n'a pas su gérer les pénaltys. Et de façon populaire, les Camerounais demandent son limogeage. Seulement, les Camerounais demandent son limogeage à quelques semaines, n'est-ce pas, d'une échéance fatidique qui va certainement engager également le Cameroun. Et il est tout à fait normal qu'au niveau, n'est-ce pas, de la sérénité de l'équipe, au niveau de la perspective, avec un contrat qui court, parce qu'il faut le dire aux Camerounais, il y a un contrat qui a été renouvelé. Et ce contrat, si on le brise de façon abusive, nous allons dédommager M. Conceição à plus de 600 millions de francs. Et je tiens à rappeler, c'est lui qui est l'historien du football, que plusieurs entraîneurs sont partis comme ça avec des cagnottes assez consistantes qui a amené même à ruiner, n'est-ce pas, la FECAFOOT. Donc, l'État camerounais a estimé que, bien qu'il y a eu quelques petites défaillances, ces défaillances peuvent être corrigées et il est important de maintenir la cohésion, de maintenir la solidité de l'équipe pour pouvoir franchir, n'est-ce pas, ces barrages qui arrivent. Et c'est en cela qu'il y a eu, n'est-ce pas, ce veto du ministre du gouvernement, parce que le ministre représente le gouvernement par rapport à cela. Je voudrais dire que certainement je ne suis pas juriste, mais lorsqu'on dit que la FECAFOOT s'occupe des aspects administratifs, techniques et sportifs, c'est tout simplement pour dire que c'est la FECAFOOT qui encadre l'équipe sur le plan administratif, sur le plan technique, et notamment même c'est la FECAFOOT qui doit, n'est-ce pas, augurer, n'est-ce pas, dénicher un entraîneur qui soumet cela à l'appréciation de la hiérarchie pour validation. Je crois que si vous permettez. Je crois que je n'ai pas encore fini. C'est juste une parenthèse, tu vas me le permettre, je t'en prie. Pour répondre également au président du mouvement réformiste qui demandait le texte sur lequel je me basais, il s'agit bien de la convention MINSEP-FECAFOOT du 5 février 2015 relative à la gestion des sélections nationales de football, modifiée et confirmée par son additif numéro 001 du 4 mars 2016. Et quand vous regardez son article 9, alinéa 1er, il est dit ceci, je cite, «
les membres des structures de l'encadrement des sélections nationales de football sont recrutés sur la base d'un contrat signé avec le président de la FECAFOOT, avec le président de la FECAFOOT, on n'a pas dit entre, avec le président de la FECAFOOT, après l'avis obligatoire du ministre en chargé des sports. D'accord. Vous parlez d'une convention. Je crois que c'est clair. Non, vous parlez d'une convention. Ouais. OK? Ça veut Entre dire la que quoi? FECAFOOT et le Entre la ministère des ça veut dire qu'aujourd'hui, Avis la obligatoire. FECAFOOT... Non. D'abord, qu'est-ce qu'on fait de la hiérarchie des normes? Ça veut dire qu'il a parlé d'une loi qui précise clairement que la gestion technique administrative, en 2014. l'occurrence, voilà, reviennent à la FECAFOOT notamment. Là, on parlait d'une convention. Évidemment, la FECAFOOT peut se retirer d'une telle convention. Tant qu'elle ne s'est pas retirée. Oui, mais c'est pour ça Mais que... cette convention est de vigueur. est la loi des vigueur. partis. Oui, non, mais Toutes les conventions légalement faites. Toutes les conventions légalement faites. Non, sont là la loi où des je partis. suis d'accord avec vous, Je vous ai dit que cette la convention FECAFOOT peut dénoncer cette convention Elle peut et s'en retirer. et s'en Maintenant, retirer. est-ce qu'elle en a les moyens et les armes à l'état actuel des choses? Non. Est-ce qu'il Pourquoi est non, opportun dans sa démarche de C'est le les faire éléments maintenant? factuels, monsieur Voilà le le Président. problème. Mais moi, je crois, et je l'ai dit dès le départ, Samuel Eto'o, je parle bien de Samuel Eto'o, parce que le comité exécutif, et c'est l'un des reproches que je fais dans mon bouquin, que je continue de le faire, le fait de vouloir se poser toujours un homme providentiel. Parce que je ne comprends pas très bien Non, ça, c'est comment... personnel. Ça, c'est personnel. Ça, c'est personnel. Je ne comprends pas très bien comment on demande à un évitez les président sorties de la sur des personnes. FECAFOOT de se retirer pendant 3 jours dans sa chambre d'hôtel au Non, Hilton non, pour non, choisir. Mais il faut éviter les Le attaques. président C'est un de peu, la- à la de limite, la- c'est personnel. Non, Non, évitons ce genre de non, détails. c'est pas une attaque. J'ai dit Non, simplement, c'est ce lui genre. qui s'inscrit toujours Non, il y a dans un... une... Sauf C'est si vous lui pensez qui que tous les s'inscrit autres toujours membres dans du une comité démarche sont des marionnettes. où il est l'homme providentiel. Non. C'est C'est lui le qui démon. choisit. Non, il y a un comité. C'est lui qui C'est le choisit démon, de se alors. mettre de manière ostentatoire en avant. On pouvait présenter cette affaire comme une affaire. Non, c'est FECAFOOT, votre appréciation. Tout simplement. C'est Bon, votre maintenant, appréciation. ce que je vais dire, je vais redire ce que j'ai dit au départ. Le combat, il n'est même pas sportif, il est politique. Il s'agit pour la FECAFOOT de s'autonomiser dans son fonctionnement, dans sa gestion, dans la gestion globale du football camerounais. Et le parti de M. Meka n'acceptera jamais, puisque vous voyez, ils viennent encore de tirer les dividendes de la part des Lions, de la participation des Lions à la CAN sur le plan politique. Ils se disent en gardant une main ferme sur le football, ils continueront à manipuler, à engranger des bénéfices. Voilà l'enjeu. Et on a cet article publié vendredi sur Jeune Afrique, j'imagine que vous l'avez tous lu, un article justement qui de façon péremptoire affirmait que Rigobert Samba-Anak était le nouveau coach des Lions indomptables. Moins d'une heure après, l'article sera supprimé et une version revue et corrigée sera mise en ligne. Cette fois, on n'affirme plus, mais on suppose. Comment est-ce que, André Luthor Meka, vous analysez tout ça? Ben, écoutez, moi, je n'ai pas de problème fondamental par rapport à un entraîneur national. C'est un débat qui perdure et c'est un débat qui, nettement, m'inquiète sur un certain point, notamment sur la tribalisation, n'est-ce pas, du poste. Parce qu'il faut le dire, je crois qu'il y a une sorte d'aspect transversal lorsqu'il y a un coach blanc. Cela fédère et cela peut, n'est-ce pas, faire en sorte qu'on passe sur un certain nombre d'erreurs ou de choix. Je prends un exemple qui pouvait être politisé s'il y avait peut-être un entraîneur local, le cas Choupo-Moting. Un entraîneur peut certainement avoir sa vision et sa lecture du jeu et choisir, n'est-ce pas, ses joueurs. Mais si c'était par exemple un entraîneur Betty qui avait peut-être mis Choupo-Moting au banc pendant toute la CAN, je crois que la lecture allait être différente. Donc je voudrais donc dire que il y a cette, Vous ne sortez jamais de cette... il y a cette perspective-là. Et moi, je suis même pour qu'on prenne un entraîneur national pour que nous essayions aussi cela, pour que les Camerounais puissent voir effectivement ce que je suis en train de voir. La vision que j'ai est parfois une vision qui en avance par rapport à certains, mais ces problèmes vont surgir. Aujourd'hui, on accuse déjà Samuel Eto'o. On accuse déjà Samuel Eto'o d'un certain nombre de faits, alors que Madame Dinali était dans le football depuis. Madame Dinali est la seule femme qui était en train de diffuser
les matchs du championnat, j'étais à la FECAFOOT à cette époque, j'étais à la commission recours, les matchs du championnat, elle était parmi les premières femmes à pouvoir, n'est-ce pas, à diffuser cela. Elle a été la femme, elle a été présidente de Dynamo, je crois qu'elle est même encore présidente. Donc, elle est dans le football. Mais le simple fait qu'on la mette, n'est-ce pas, dans la délégation qui doit conduire l'équipe Fagnon des femmes et dans le comité transitoire du championnat, je ne sais pas quoi, on commence à parler de tribalisme. Donc, c'est un aspect... Moi, je n'ai pas vu ça. C'est marginal. C'est très marginal. Ramener ça ici. Moi, j'ai vu ça nulle part. Non, c'est très marginal pour pouvoir expliquer un problème de telle envergure, mon cher donc André. pour moi, il y a ce problème-là qui s'oppose. Et moi, je pense que peut-être comme les Camerounais le demandent à l'unisson, peut-être qu'il faudrait qu'on essaye cela pour que les nationaux puissent prendre l'équipe nationale, mais il faudrait qu'on soit d'abord, qu'on construise d'abord l'unité nationale, que les clichés, n'est-ce pas, de tribalisme, de nocentrisme. Et François Audy vous faisait remarquer justement qu'on avait déjà eu des nationaux. Oh, vous savez, c'était l'équipe A'. Hein? Non. Jean-Paul Akono, c'était l'équipe A'. Non. Jean-Paul Akono a dirigé l'équipe Espoir et plus tard la sélection nationale. Jules Nyonga a dirigé la sélection nationale. Oui, bon, Jean-Manga Onguene a dirigé la sélection nationale. Oui, mais Lionel Seke a dirigé la sélection et nationale. Vous savez tous les commentaires qu'il y avait autour et tous les trafics des joueurs qu'il y avait autour. Je ne voudrais pas aller dans les détails parce que moi, je m'y connais un peu moins mal aussi dans le football. D'ailleurs, j'ai été à la commission de recours à la FECAFOOT. Bon, ce sont des stigmates, ce sont des préjugés que nous devons bannir, qui sont des problèmes réels. Si vous refusez ces problèmes-là vont nous rattraper. Hein? Ces problèmes-là vont nous rattraper. Il faudrait donc qu'on assume le fait qu'on a un entraîneur et que ces choix, on les assume, sans toutefois faire des commentaires de tribalisation ou d'enrichissement illicite des joueurs et autres. C'est la même question, Samuel Bion. Écoutez, moi, d'abord, la première chose, je veux dire que je suis un peu peiné de constater que, vous savez, nous avons un problème dans notre pays, c'est que on va y aller rapidement. Oui, nous avons des lois et puis on a des gens qui... Non, peut-être qu'on ne les applique pas, mais surtout on a des gens qui s'accommodent de la mauvaise application des lois. Parce que là, moi, je suis sur le plateau où il est clair qu'il y a une loi qui dit que la FECAFOOT doit s'occuper de la gestion administrative et technique. Et puis vous avez des gens qui vous disent que... Excusez-moi, qui vous disent que non, c'est le ministre... Non, le ministre n'a... Je pense, et je l'ai dit, et je crois que c'est ça l'essentiel. L'essentiel, c'est que le ministre a certainement mis la FECAFOOT ou bien le comité exécutif de la FECAFOOT sur une fausse piste. Je dis que pour l'instant, on a un contrat qui court jusqu'en septembre ou bien août 2023. Voilà. Donc le problème qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir si la FECAFOOT continue ou non avec l'actuel entraîneur. Si la FECAFOOT estime qu'il y a eu faute lourde, mais elle prend ses responsabilités. C'est aussi simple que ça. Après va se poser le problème du recrutement. Pour l'instant, on n'a pas ce problème. Et je voudrais peut-être dire que nous avons quand même une situation où, depuis 2-3 ans, il n'y a pas de championnat de football. Il faut que les gens sortent de cette paperasse-là, que les gens sortent de la guérilla, que les gens sortent de là. Il y a des centaines de milliers de jeunes Camerounais qui ne rêvent que de jouer au football. Il y a des familles aujourd'hui qui sont à terre parce que celui qui était responsable de la famille, parce qu'il joue au football, ne joue plus au football depuis. Ça, c'est grave. Et c'est ça l'essentiel. Et c'est sur ça que moi, j'attends le nouveau comité exécutif de la FIFA. Vous me rejoignez quand je dis que ce combat n'est pas opportun pour le moment. On peut peut-être le mener plus tard, mais il y a d'autres urgences. On aurait pu sursoir ces correspondances qui actuellement ne... Non, ils sont en responsabilité, ils font exactement ce qu'ils veulent. Rien n'empêche l'autre. Ça veut dire qu'ils peuvent effectivement s'occuper de relancer le championnat. Comme je vois qu'ils sont à l'œuvre, je vois qu'il y a des sponsors qui viennent de tout ça. Et quand même aussi, parce que nous sommes au pays, nous savons que c'est un gros problème, l'immixtion du gouvernement dans la gestion de la FECAFOOT. Il faut que ça s'arrête. Et de ce point de vue, je pense qu'il faut qu'on... L'État ne peut pas subventionner le sport, mettre les infrastructures, accompagner, n'est-ce pas, la politique du sport et se retirer du sport. Mais pourquoi vous parlez? Vous croyez que l'État, c'est qui? C'est terrible. Vous croyez que l'État, c'est qui, M. Meka? Mais l'État est l'argent que l'État... Quand vous parlez de financement, ce sont nos impôts, hein? Donc ce n'est pas comme si c'est quelqu'un qui prenait son argent. Ce sont les Camerounais qui subventionnent la FECAFOOT. Il y a la volonté générale. Vous avez donné votre volonté générale à des personnes pour pouvoir suivre, n'est-ce pas, vos impôts. M. Meka, l'État est un facilitateur. Construit des stades, met en place une armature juridique pour que ça fonctionne, mais n'a pas à s'y mixer.
dans la gestion quotidienne d'une sélection nationale. Voilà qui est on va sortir rapidement pour ou contre l'autonomisation. C'est impossible ce que vous dites. Je l'ai dit tout à l'heure, je suis pour l'autonomisation, je suis pour la démarche réformatrice du nouveau comité et je crois qu'on doit pouvoir soutenir ça parce qu'en fait, on voit aujourd'hui que nous avons des difficultés à gérer notre football, justement à cause de ça. Qu'est-ce que le ministre a fait dans le football? On voit le Kokan, il est président du Kokan. Il fait quoi là? Regardez comment ça se passe ailleurs. On va pas, vous avez une grande compétition, on prend quelqu'un qui a l'expérience en matière de... regardez comment ça se passe, regardez un peu comment la France organise... Il est ministre des Sports, mais on a l'impression finalement que toute son énergie, il la focalise sur le football. Merci. Non, ce sont des clichés. C'est vrai que... Le football est primordial en Afrique et dans le monde, donc c'est le sport majeur. Même si vous êtes en train de contredire le président qui dit qu'il n'y a pas de sport mineur, sport majeur et tout ça. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'au Cameroun, il y a nettement une prééminence, n'est-ce pas, du football. Et le football attire beaucoup de convoitises et le football attire les masses. C'est normal, n'est-ce pas? Génère aussi beaucoup d'argent? Oui, génère beaucoup d'argent. On ne va pas le nier. Génère de l'argent. C'est normal que, n'est-ce pas, l'État puisse avoir un regard suffisant là-dessus. Maître, pour ou contre? Moi, je pense tout simplement que l'État du Cameroun ou alors le gouvernement du Cameroun ferait mieux de ne point s'immiscer dans le mouvement footballistique camerounais, laisser effectivement la place à la FECAFOOT de faire ce qu'il y a lieu de faire. Et si on me demandait pour contre le maintien de M. Conceição, je dirais laissez-le jusqu'à ce que le match contre l'Algérie ait lieu et après, il ne peut pas nous amener après. Après ça, il faut arrêter le contrat de ce monsieur. Sur les deux questions, la première, oui, la FECAFOOT doit être autonome, je l'ai évoqué ici, mais dans la démarche, la méthode actuellement ne me semble pas opportune. Et puis, cette tendance qu'a Samuel à se poser toujours en homme providentiel cristallise l'attention sur lui, alors qu'il s'agit d'une gestion collective. Ça, c'est pour la FEDE. Maintenant, pour ceux qui pratiquent ou qui sont dans le foot savent que le limoger aujourd'hui serait contre-productif, totalement contre-productif. On a un match crucial. La cohésion encore, on a un match crucial qui arrive dans quelques jours. Voilà, il vaut mieux le laisser aller au bout. Vous croyez que s'il n'est pas là, on va perdre? Et après, pour ma part, changer de sélectionneur. Parce que même pour la Coupe du Monde, même si on est qualifié, parce que pour moi, cette équipe, l'état d'esprit peut-être y est, mais on est loin, très loin des standards mondiaux en matière de football. Il faut, si on veut postuler à quelque chose de meilleur, il faut un entraîneur qui a la capacité de gérer ce genre de compétition. Oui, la crainte que j'ai, c'est la politisation de la FECAFOOT et la politisation des actes de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o est un footballeur de haut niveau, de talent. Il est important qu'il creuse bien le sillon sur le football. Parce que ce que ces deux politiciens sont en train de le dire, s'ils arrivent au pouvoir, ils ne vont pas autonomiser le football. Ils sont en train de le dire, c'est une récupération des actes de Samuel Eto'o pour opposer Samuel Eto'o au gouvernement. Et c'est leur rôle. Et je suis convaincu que s'il accède au pouvoir, ces deux messieurs, ils ne vont pas autonomiser le football. Ce que je demande également, c'est que à chaque chose, il faut la collaboration. Il n'y a pas de FECAFOOT sans État. Parce que l'État peut dissoudre la FECAFOOT. Donc, il est important que ces deux personnalités, ces deux entités puissent communiquer, puissent, n'est-ce pas, s'entendre, puissent échanger pour pouvoir conduire le football camerounais. C'est important de le dire. Donc, il ne faut pas que les politiciens de mauvaise aloi trompent Samuel Eto'o à pouvoir le dresser contre le gouvernement. C'est très dangereux, cette politique-là. C'est très, très dangereux. Ces messieurs sont des fossoyeurs. Ce sont des fossoyeurs. Monsieur Lodjo ne peut pas être ministre et dire qu'il autonomise le football. Non, je suis... Non. Ils ne peuvent pas accepter. Vous avez déjà vu le SDF décentraliser quelque chose. On va arriver sur les partis politiques. Vous avez déjà vu le comité se passe chez John Fundi et ils vont décentraliser le football. Ici, j'ai dit tout simplement en termes de conseil, si j'en avais un à donner à M. Samuel Eto'o, que cette correspondance va créer une guérilla
entre lui et l'instance. Non, j'ai suivi ça. Alors, ça m'a même surpris. Tu comprends donc que tout à l'heure, tu m'as félicité d'avoir porté la dose. Et maintenant, tu rentres dans la mauvaise foi, monsieur. Merci, messieurs. Alors, depuis plusieurs semaines, les prix des denrées alimentaires sont en nette augmentation au Cameroun. Huile, poisson, pâtes, tout y passe. Avec en face le silence des autorités camerounaises. André Luther-Meka, est-ce qu'à la maison, vous avez fait le même constat que ces ménagères? Je parle notamment de l'augmentation des prix des denrées alimentaires dans les marchés. Ben écoutez, moi je suis dans un couple où on est tous occupés. Je vais au marché. Tout est devenu cher. J'étais au marché vendredi quand je rentrais du boulot. Tout est devenu cher. Il y a une inflation terrible, terrible qui assomme les Camerounais. Nous faisons ce constat froid. Oui, c'est difficile. Le panier de la ménagère est devenu vraiment très cher. Alors, nous sommes allés pour poser des questions. Qu'est-ce qui fait cela? Notamment, comme vous le savez, c'est la cherté des matières premières et également la cherté des intrants agricoles. Donc, vous comprenez qu'avec la pandémie, la Covid, il y a eu, n'est-ce pas, une inflation mondiale qui impacte le Cameroun. Donc, véritablement, c'est tout à fait difficile et je crois que le gouvernement doit, n'est-ce pas, s'appesantir sur ce cas-là. Et les commerçants doivent aussi être des patriotes. Moi, j'ai toujours parlé du patriotisme économique. Parce que comme vous le savez, moi je soupçonne aussi parfois le secteur privé, tous ces importateurs-là, d'être accaparés par des politiciens véreux qui font en sorte que chaque fois, il y ait, n'est-ce pas, une inflation pour amener les gens vers la rue. Je crois qu'il faut un dialogue serein qui permette à ce qu'on trouve des solutions pour pouvoir, n'est-ce pas, apaiser, pour pouvoir, n'est-ce pas, essayer de diminuer cette charge sur Quel rôle doit justement jouer le gouvernement, puisque c'est vous qui l'avez invoqué, dans cette situation pour que cette inflation ne frappe pas de façon aussi dure finalement les ménages camerounais? Oui, je crois que dans la loi des finances, il y a eu des solutions, notamment de financer les PME locales pour pouvoir, n'est-ce pas, produire localement, parce que la plupart, n'est-ce pas, de l'importation, n'est-ce pas, l'importation est très monnaie courante au Cameroun. Je crois que le Cameroun couvre un quart, n'est-ce pas, du pays par rapport au riz. On parle de 320 000 tonnes, n'est-ce pas, d'importation du riz au Cameroun, de 2,2% d'inflation. C'est vrai que c'est en deçà, n'est-ce pas, du seuil de 3% communautaire, mais il y a véritablement un certain nombre de problèmes. Donc, il faut soutenir le secteur privé. Il faut notamment aussi subventionner les intrants et les engrais, parce qu'on dit que les engrais sont quittés du kit au double. Donc, il y a un certain nombre de mesures rapidement qu'il faille faire pour pouvoir faire en sorte que les choses puissent... Sauf que le déséquilibre de la balance commerciale avec les importations massives, ça ne date pas d'aujourd'hui. On n'en parle pas seulement depuis hier. Oui, mais il faut aller interroger les commerçants, tout simplement pour savoir quel profit ils ont, n'est-ce pas, importé que de produire localement. Parce que moi, je n'ai jamais compris. Depuis belle lurette, il y a l'importation est grandissante. Je crois que le feu Albert, comment on l'appelle, le président Djongan, avait milité pour limiter l'importation du poulet congelé, notamment les œufs et tout. Mais aujourd'hui, on constate que ce soit le riz, que ce soit le poisson, tout est importé. Et il faut absolument qu'il y ait une politique interne pour pouvoir, n'est-ce pas, promouvoir la culture locale. En fait, vous interrogez les agriculteurs, mais vous n'interrogez pas l'accompagnement de l'État. Non, ce n'est pas que je n'interroge pas l'accompagnement de l'État, mais je connais l'esprit des commerçants, c'est-à-dire que les commerçants vont là où il y a le bénéfice, là où ils peuvent faire, n'est-ce pas, des affaires fructueuses. Donc, il revient donc au gouvernement aussi de pouvoir intéresser les importateurs pour que ce soit produit localement, pour pouvoir permettre à ce que la balance commerciale soit maîtrisée. Samuel Bion, comment est-ce que vous vivez cette flambée de prix, justement? Bon, je crois que nous sommes, au moins avec M. Meka, nous sommes d'accord sur un point, ça veut dire qu'effectivement c'est une situation difficile et que la flambée des prix, elle est effective. Je relève quand même seulement qu'en décembre, le ministre du Commerce est allé, il a fait une sortie critiquant notamment France 24 pour dire qu'il n'y avait pas de problème de prix au Cameroun, de flambée de prix au Cameroun. Donc c'est de ça qu'il s'agit en fait. Ça veut dire que les populations vivent un problème qui est réel, un problème qui est réel. Ça veut dire que vous avez, je dis ça n'importe, je dis comme ça, vous avez par exemple comment on appelle, vous avez la tomate qui passe, on parlait, je crois que qui est montée totalement. Je crois qu'aujourd'hui, avant on avait, je crois que peut-être c'était 5 ou 6 tomates, 5 ou 6 tomates. Maintenant, je crois que c'est comme ça. Il y a ça. Après, vous avez l'huile, qui part par exemple
de 1100 francs, quelque chose comme ça, à 1600, 1700, 1600. Et puis le ministre vient dire qu'il n'y a pas de problème de flambée de prix, que c'est les autres qui veulent déstabiliser le pays. Et c'est ce qu'on ressent quelque part dans le propos de M. le ministre. Je pense que nous avons un gros problème de management quand même dans notre pays. D'abord, on a beaucoup parlé du blé ces jours-ci. Et du pain. Tout le monde sait que le produit, s'il y a un produit de grande consommation, c'est le pain. Tout le monde consomme du pain. Dans certains pays, et l'État doit faire attention parce que dans certains pays, l'augmentation du pain, parfois, ça peut enflammer le pays. Personne ne veut qu'on enflamme le pays en réalité, contrairement à ce que... Vous avez une situation du blé. La SODEB, elle est où? Parce qu'il y a quand même, dans ce pays, on a quand même, dans les années 70, on a quand même pensé à la production locale du blé. On n'en parle pas. Abandonné. On passe le temps à acheter le blé à l'extérieur. Ce n'est pas normal. Et puis, la bonne nouvelle, c'est que les gens ne le savent peut-être pas, mais c'est qu'en fait, aujourd'hui, l'État a introduit un certificat de conformité par rapport aux gens qui achètent la farine. Ça fait que ça augmente quand même le prix de production de la farine localement, qui passe par exemple de 2000 à 6500, quelque chose comme ça. Et c'est normal que ça augmente. Ça veut dire que les entreprises ont demandé à l'État de lever, et je pense que lors des dernières négociations, l'État s'était engagé à lever. Mais quelle est l'opportunité, par exemple, d'introduire une telle mesure en ce moment? Allez savoir. Vous allez constater qu'après, c'est le même État qui annonce des négociations avec une entreprise turque pour... Donc ça veut dire que les gens sont ailleurs, les gens sont dans leur micmac et ne s'occupent pas des populations. C'est exactement ça le problème. Et c'est exactement ça le problème. Alors François, à côté, on a cette cacophonie autour du prix du pain, finalement. Dans certains quartiers, dans certaines zones, dans certaines villes, il est passé de 125 francs à 150 et même à 175 francs dans certains quartiers de la capitale politique. Comment est-ce que vous analysez tout ça? Et on a le ministre du Commerce qui insiste, qui continue d'affirmer que le pain est vendu à 125 francs. Oui, vous avez utilisé le bon mot, c'est une cacophonie qui résulte pour le cas précis des meuniers qui importent la farine. Voilà, il y a eu une concertation, il y a eu des concertations, il y a même une mesure d'exonération budgétaire qu'ils ont jugé, eux, inopportune, parce qu'il y avait même déjà des exonérations sur la farine. Donc moi, je me dis, le président du parti l'a évoqué tout à l'heure, je crois que leurs revendications ne sont pas suffisamment prises en compte. Mais de manière plus profonde, je crois qu'on aboutit à cette situation parce qu'on est face à un État rentier, un État qui vit de rente, et qui n'a pas de traçabilité, qui n'a pas une politique, qui n'a jamais mis en place une véritable politique industrielle au Cameroun, et qui se contente d'expédients. Depuis 2008, depuis la crise qui a failli coûter, voilà, failli coûter sa place à celui qui nous dirige, l'État a accéléré sur cette pédale-là en exonérant presque la majorité des produits de grande consommation. Ce qui fait que ça affaiblit considérablement le tissu local, productif, qui aurait pu, dans une circonstance comme celle-ci, combler le déficit et maintenir, contenir l'inflation. Donc, à mon sens, c'est... Vous soulignez la part de responsabilité de l'État dans la situation actuellement. Oui, le logiciel, le paradigme managérial est complètement... C'est un paradigme qui met en veilleuse le côté industriel, la production locale au profit d'importations massives. On le voit même pour le carburant. Ils ont très rapidement, avec le problème de la Sonara, on s'est mis à importer massivement du carburant. Ça a créé d'autres circuits mafieux aujourd'hui. Des particuliers même ont la responsabilité d'acheter du carburant pour le livrer à la Sonara. Et Dieu sait ce qui s'y passe. Alors, maître, nous sommes dans un pays où justement le SMIC est de 36 000 francs. On a cette hausse des prix qui vient s'ajouter finalement aux charges courantes. Est-ce que c'est tenable pour les ménages modernes au Cameroun? Modeste, pardon. Très difficile. Très difficile, et le ménage camerounais est jeté à la vindicte comme ça par le gouvernement du RDPC. Tout à l'heure, vous avez posé une question à M. Meka. J'attendais mon tour de parole pour dire une ou deux choses. J'ai dit à M. Meka, est-ce qu'il a constaté autour de lui cette flambée des prix? Je vais vous dire, il a constaté, mais ça lui fait quoi?
il s'en fout. Tant qu'il vit bien. Comment vous pouvez dire Mais ça? il s'en fout. J'ai Je dit- sais de quoi je parle. Je l'ai constaté ici. Vous allez voir, c'est l'une des rares fois que M. Meka vient ici constater qu'effectivement son voisin d'à côté ne parvient pas à manger du pain, que lui, il en mange, Les hommes politiques. mais il refuse d'indexer le principal responsable. Voilà mon problème. M. Meka doit avoir la hardiesse de dire effectivement, si nous arrivons à ce niveau, c'est justement parce que la politique du RDPC en la matière est biaisée. C'est une politique à revoir. Sauf qu'on est face à un État autiste qui ne comprend personne. Alors, aujourd'hui, si vous prenez la calculette en main, vous rapprochez avec les chiffres de l'Institut national de la statistique, vous allez vous rendre compte que la flambée des prix sur les marchés bientôt va atteindre les 5%. Qu'est-ce qui aujourd'hui n'a pas augmenté au Cameroun? Je vais aller avec deux domaines pour étayer mes propos. Les matériaux de construction, le ciment, le fer à béton, les pointes, pourtant produits localement, sont enflammés. Ceci avec la complicité du gouvernement qui ne fait rien, est muré dans un laxisme habituel qui ne contrôle pas la praticabilité des prix sur le marché. On passe le temps à nous sortir des gros communiqués dans des bureaux feutrés de Yaoundé pour dire, ben voilà, j'ai interpellé telle structure de respecter les prix qui sont homologués, mais aller sur le marché. Moi, quand j'achète un sac de ciment à 5 850 dans mon bazou, je m'offusque et le quincailler me dit, ce n'est pas lui. Va demander ça à cette entreprise qui, je ne veux pas faire de publicité pour personne. Quand ici, à Douala, j'achète le ciment à 5 200, il y a 6 mois en arrière, j'en achetais à 4 300. Que fait le ministre du Commerce dans la praticabilité des prix homologués? Ça me laisse tout simplement à dire que le gouvernement de la République du Cameroun est complice dans cet état de choses, peut-être à cause des rétrocommissions que certaines personnes reçoivent. Allons maintenant avec le panier de la ménagère. Vous allez vous rendre également compte qu'il est difficile, mesdames, messieurs, chers amis téléspectateurs, il est très difficile aujourd'hui de faire manger une famille de 4 personnes avec une ration de 6 000 francs pour 3 fois. Extrêmement difficile. Vous ne pouvez pas. Le riz, l'huile végétale, le pain, tout est enflammé. Tout a augmenté sur le marché. On ne comprend pas pourquoi est-ce que les ménages camerounais, comme je le disais à l'euro de cette prise de parole, pourquoi est-ce que les ménages sont jetés à la vindicte? Pourquoi est-ce que les cris des Camerounais ne meuvent pas les dirigeants? Pourquoi est-ce qu'on paupérise autant le Camerounais? Pourquoi on nous gère avec autant de condescendance? Pourquoi on nous gère avec autant de mépris? Si les gouvernants essayaient de mettre 10% de leur temps pour réfléchir sur le bien-être des Camerounais, on ne pouvait pas arriver à ce niveau. Tout le monde pleure. Quand j'entre dans une brigade, là je suis en train de faire office de ma casquette de juriste, et qu'avec le maître des lieux, peut-être le commandant ou le commissaire, si on échange, si on sort un peu du cadre, lui-même il se plaint de ce qui se passe. Il se plaint de la flambée des prix. Ça ne laisse personne. Sauf que les communicants du RDPC, ce sont ces gars, ce sont ces collaborateurs du président de la République qui parfois masquent la réalité.
Je vous ai dit que j'étais très surpris de la froideur avec laquelle mon ami Meka a analysé la situation. Pour une fois, il a reconnu que ça va mal, sauf qu'il refuse d'indexer que c'est son gouvernement qui doit implémenter une politique sectorielle en la matière. C'est laquelle? En décembre 2021, je vous le rappelle, la Direction générale de la douane avait interdit l'exportation de tout ce qui était céréales et huile végétale dans les pays voisins. Ce que je dis, renseignez-vous. En décembre 2021. Tout ça parce que le Cameroun approvisionne abondamment les pays voisins. Il fallait donc, sur le plan local, arrêter les exportations afin de maîtriser la flambée des prix. Mais où en sommes-nous aujourd'hui? Le président Djomgan Père son âme avait théorisé cette possibilité d'avoir la farine de manioc, d'avoir la farine de la patate avec laquelle ou avec lesquelles on pouvait, n'est-ce pas, changer les habitudes des Camerounais que de manger toujours du pain à la farine de blé. On pouvait habituer les Camerounais à se mettre sur le Made in Cameroun. Mais pour cela, il faut une volonté politique. Il faut un financement et accompagner ceux qui le font. Actuellement, il y en a. Mais combien? Pour quelle capacité? Pour pouvoir approvisionner le marché? Et je dis encore une fois de plus, le Cameroun est un pays béni parce que malgré le fait que le RDPC et le gouvernement jacobin de Yaoundé nous gèrent avec mépris, condescendance, nous sommes là. Nous sommes toujours là et on vous regarde. André Luther Meka, le gouvernement maîtrise-t-il encore quelque chose? Non, en fait, la mauvaise foi de mon ami Lodjo fait en sorte qu'un certain nombre de responsabilités soient imputées à l'État parce qu'il refuse de comprendre ce que je lui ai dit à l'entame de mon propos. Ce que j'ai dit à l'entame de mon propos, c'est que les matières premières, sur le plan mondial, sont élevées. Les intrants agricoles, sur le plan mondial, sont élevés. Donc, ce n'est pas le gouvernement qui allait élever le prix des matières premières, ce n'est pas le gouvernement qui allait élever les intrants agricoles. Les engrais. Quelle est la politique? S'il vous plaît. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Pendant le, on a non, une je n'ai pas fini, dans le cadre du Covid. Je n'ai pas fini. Ses amis ont coupé ça, ils ont mangé entre eux. Non, il faut dire la vérité aux Camerounais. On ne doit pas laisser mes cafés dans le fumage permanent. On vous a laissé longuement faire votre plaidoyer tout à l'heure. Pour accompagner suffisamment la production locale. Bon, je prends les téléspectateurs à témoin. Pour accompagner suffisamment la production locale. Je prends les téléspectateurs à témoin qu'on ne me laisse pas parler. Parce que non, allez-y. Je suis tellement poli que je suis tout le monde. Non, je suis en train de démontrer à Maître Lodjo, aux panélistes, que les causes ne sont pas préfabriquées ou fabriquées par le gouvernement. Ce sont des causes, n'est-ce pas, qui sont des causes mondiales. Alors, quand ces causes impactent le Cameroun, il y a un certain nombre, n'est-ce pas, de mesures que le gouvernement a prises. D'abord, de baisser le prix du fret. Pendant la Covid, le ministère des Finances a financé, a donné un certain nombre de moyens aux entreprises qui étaient au bord de la faillite. Et le gouvernement a commencé, n'est-ce pas, une campagne promotionnelle des prix à travers la MIRAP en décembre 2021 en vendant, n'est-ce pas, un certain nombre de produits moins chers dans les villes du Cameroun. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a quand même eu un certain nombre de mesures qui ont été prises par le gouvernement. Mais ce que je suis en train de dire, c'est également le fait qu'il est important que le gouvernement qui a mis dans la loi des finances de financer les entreprises locales pour pouvoir faire la production locale, que cela soit effectif, afin que l'importation ne puisse pas peser, n'est-ce pas, sur le Cameroun. Donc, il ne faut pas des mesures seulement cosmétiques d'homologation des prix, il faudrait, n'est-ce pas, des mesures pérennes qui permettent à ce que nous puissions, n'est-ce pas, avoir une production locale et une suffisance alimentaire. Et c'est ces programmes-là, ces projets doivent être financés par le ministère de l'Agriculture, notamment les projets maïs, les projets haricots, tout cela, pour pouvoir, n'est-ce pas, faire en sorte qu'il y ait une production locale. Donc, nous n'allons pas nous départir, n'est-ce pas, de l'évolution du monde. Le monde coûte cher aujourd'hui. Le projet du président Albert Djonga de regretter mémoire, il ne date pas d'hier. Il ne date pas d'hier, certes. Mais également, il faudrait que vous sachiez qu'il y a eu un certain nombre d'enjeux.
il y a les crises sociopolitiques qui ont survenu, Boko Haram, le Nozo. On devait préparer la CAN. Donc, il y avait un certain nombre d'énergies qui étaient focalisées sur ces crises-là et sur cet événement-là. Je crois que comme la CAN est passée... Préparer la CAN au détriment du bien-être. Non, c'était un enjeu international. On avait pris des engagements. Il fallait, n'est-ce pas, au détriment du bien-être des Camerounais? Non, non, pas du tout. Bien-être alimentaire. Mais c'est ce que vous avez laissé entendre. Ce n'est pas ce que je laisse entendre. Ce que je laisse entendre, c'est qu'on avait des défis majeurs qui incombaient, n'est-ce pas, le Cameroun à un certain niveau. Bien manger au Cameroun pour les foyers, bien manger ne serait-ce que 2 fois, je ne vais pas dire, ce n'est pas un défi majeur? C'est un défi essentiel. C'est un défi essentiel et le gouvernement s'attelle au jour le jour pour que le Camerounais puisse me sans manger à sa faim. Et je voulais réitérer que le pain n'est pas 175. J'achète le pain chaque matin 125 francs. Il y a des quartiers à Yaoundé. C'est vrai que il y a des quartiers à Yaoundé où le pain coûte 175 francs. Bon, on a eu des reportages. C'est des cas marginaux, mais moi j'achète le pain tous les matins à 125. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Le regroupement des industries minières a fait un communiqué pour déclarer faillite et dit qu'ils n'ont plus la possibilité de pouvoir couvrir le pays parce qu'ils font des pertes de près de 5 milliards. C'est des choses claires. C'est évident qu'il y a des problèmes et je demande au gouvernement de pouvoir réagir. Mais je demande aussi aux Camerounais, n'est-ce pas, de faire le patriotisme économique. Il y en a qui créent aussi l'inflation, qui font disparaître les sacs de ciment, qui font disparaître des sacs de riz, créent une inflation factice pour pouvoir se faire du bénéfice. Ça existe. François, on dit quand même, ça fait justement des semaines qu'on crée à l'inflation. Que dire du silence des autorités camerounaises sur cette question-là? Parce que le ministre s'est exprimé sur le cas du pain, où il a dit que le prix était resté de 125 francs. Mais sur les autres denrées alimentaires, l'arachide, le savon, l'huile, les pâtes alimentaires, rien n'a été dit. Oui, parce qu'ils n'ont rien à dire. Non, rien à dire. Voilà, ils espèrent bien gagner du temps, que la situation va s'améliorer avec le temps, sans adresser les problèmes de fond. C'est de ça que je parlais tout à l'heure. M. Meka a bien fait de le souligner à son tour. Tant qu'on n'a pas adressé les problèmes de fond qui concernent la production locale, autonome, ben on va avoir on va avoir plusieurs mesures comme ça là, cosmétiques. Il y aura certainement une concertation avec les meuniers dans les jours qui viennent. Il y aura d'autres concertations. On va trouver des palliatifs. Maintenant, le problème de fond aussi, c'est de savoir, est-ce que les Camerounais souffrent vraiment? Est-ce que les Camerounais souffrent vraiment? Oui, ils souffrent dans leur chair. Non, je ne sais pas. Je vous ai dit que le Cameroun, c'est un pays béni. Non, mais il faut aller dans les snacks. Il faut aller dans les snack bars pour voir comment on transporte les cuvettes de bière. J'aille au bout de ma réflexion. Moi, je suis de ceux qui pensent que les Camerounais s'accommodent finalement de ce régime. Je ne sais pas pourquoi. Que voulez-vous insinuer? Oui, ils s'accommodent de ce régime parce que s'ils le trouvaient aussi défaillant, si ce régime empiétait dans leur aide, comme on le croit, comme on le sent, eh bien, ils auraient fait ce qu'il faut pour qu'ils ne soient plus là. C'est-à-dire? Je ne sais pas. Chaque peuple a ses moyens de changer ses dirigeants. Vous en appelez à l'insurrection? Non, je n'ai pas prononcé ce mot. Je dis simplement... Mais il faut assumer votre logique. Non, si je voulais parler d'insurrection, je le ferais. Les Camerounais s'accommodent de ces... Parce que on décrit ce régime depuis 40 ans. La vie est chère dans tout le monde entier, cher frère. La vie est chère dans tout le monde entier. Le Cameroun n'est même pas cher. La vie est très chère. Le Cameroun n'est pas cher. Je vous ai dit tout à l'heure que je s'en fous de cette affaire. Non, ce n'est pas que je m'en fous, mais nous sommes à 2,2% d'inflation. Vous comprenez? C'est comme ça, le gouvernement l'envoie pour soutenir cette bêtise-là. C'est ça. Moi, monsieur, je veux qu'on arrête d'infantiliser les Camerounais. Okay? Il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. S'ils estiment que le gouvernement de monsieur Meka ne fait pas le job, qu'il fasse ce qu'il faut. Il faut d'abord que ton président baisse le prix du miel, puisqu'il fait le miel. Voilà, pour moi... Non, vous savez, Meka, c'est monsieur qui est... Je vous ai dit, il est dans l'enfumage permanent. Si les Camerounais doivent faire que votre président national baisse le prix du miel. Le leur, c'est juste partir aux urnes et aux élections. Il faut s'inscrire massivement. Et maintenant, je vais vous dire qu'avec ce code électoral, tout est verrouillé, mon cher. Ce n'est pas pour rien que nous appelons de nos vivre voir le toilettage de moi, en septembre de cette année.
années, j'aurai 20 ans de militantisme, 20 ans que je combat le régime RDPC. J'ai fait 2017, 2007, j'ai fait 2013, j'ai fait 2020. Donc, je puis vous dire comment la machine est huilée. Donc, eux, ils ont réfléchi durant 39 ans comment faire pour se maintenir au pouvoir. Ils sont plus forts que vous, alors. Parce qu'ils ont tous les appareils. Non, nous sommes de élus l'État. par les Camerounais. Ce sont les Alors, Camerounais. on sort de ce Camerounais. débat. Selon vous, quelle peut être la conséquence, Samuel Bilon, la conséquence sociale de cette inflation pour un pays comme le Cameroun où environ 40% de la population vit en dessous du seuil de la pauvreté finalement? Bon, écoutez, la conséquence immédiate, c'est pour nos concitoyens, c'est de tourner la page du régime. Je crois que c'est ça. Et c'est à ça que nous travaillons, en fait. Je crois que moi, on parlait, moi, j'étais, il y a 2 semaines, j'étais dans le dialogue, notamment à Saint-Minima. Les populations n'en peuvent plus. Parce que là, on parle des conséquences. Je vois que M. Muga se réfugie sur le Covid. Et puis, non, c'est vrai que la pandémie a eu des conséquences sur les prix de façon générale. Mais nous avons des causes ici. Ça veut dire que vous avez, par exemple, la guerre dans les régions anglophones qui impacte fortement les prix parce que ça baisse la production. Vous avez des problèmes, et comme je dis, j'étais dans le sud, vous avez des problèmes, il n'y a pas de route. Ça veut dire que les gens cultivent ne peuvent pas sortir les produits parce qu'il n'y a pas de route. Donc ça impacte fortement le prix. Donc il y a tous ces éléments et je crois que la conséquence, moi contrairement à ce qu'on pense, parce que quand on écoute... François, on dit oui, quand on l'écoute, on peut penser qu'il appelait un peu quelque part à la révolte ou bien quelque chose. Parce Non, que, non, oui, non, mais je dis quand on l'écoute, on peut penser, je dis pas, je dis on peut penser. Toi, tu le on peut penser, mais je dis que ce n'est pas. Nous pensons que ce n'est pas ça la solution. La solution, elle est claire. Et je crois que nous essayons d'amener les Camerounais à comprendre que nous avons une situation difficile et qu'on doit tourner la page. Nous avons fait un manifeste tout récemment, on l'a présenté, il y a un certain nombre de choses qu'on doit résoudre. Il faut qu'on résolve la guerre, il faut effectivement qu'on arrive à travailler sur une alternance de manière tout à fait consensuelle dans notre pays pour avancer. Donc je crois que la conséquence, pour être précis sur votre question, la conséquence c'est que les Camerounais doivent savoir qu'on peut gérer le pays autrement. Parce que tout ça, c'est la mauvaise gestion. Et peut-être avec votre question, pour finir, sur les chiffres, parce que le maître a dit tout à l'heure que si on ne fait pas attention, on va arriver à 5% d'inflation du prix. Non, moi je crois que maître a été modeste parce que je crois qu'il est resté sur les chiffres de l'Institut national, mais de juin de l'année passée, parce que l'Institut national, à la fin de l'année, a parlé de 8,2% d'inflation. Donc, c'est pour dire que maître, vous étiez à 5%. Non, c'est dépassé depuis. Donc, c'est pour dire que la situation est vraiment grave. Et on n'a pas, entre-temps, on a les très bas salaires. Ça veut dire que les prix flambent, mais on a une situation où nous avons le pays qui a le pouvoir d'achat, il est terrible ici. Regardez les enseignants qui agissent là maintenant. Les salaires, c'est 0 là aujourd'hui dans notre pays, quand on compare aux autres pays. Non, au Cameroun, seuls les militaires sont bien traités en termes de salaire. Ça arrête là. 89e anniversaire du chef de l'État, au Les moment où enseignants sont le les chef mieux de payés, l'État mais ils souffle n'ont sur pas une d'avantage. bougie de plus. L'opinion relance le débat sur les capacités de l'homme qui dirige le Cameroun depuis 39 ans à continuer d'assumer ses fonctions présidentielles. André Luther Meka, selon vous, ce débat, est-ce qu'il a sa place? Est-ce qu'il mérite d'être tenu, Méni? Non, pas du tout. Je suis même surpris de la résurgence de ce débat, alors que le président pète la forme. Nous l'avons vu lire un discours, nous le voyons marcher, nous le voyons recevoir les autres. Moi, je suis très surpris. Je suis d'autant plus surpris qu'il a été élu en 2018 à 71%. Donc, je crois que le débat n'a pas lieu d'être. Je ne sais pas pourquoi ce débat renaît, alors que le président Biya a la capacité de réfléchir, a la capacité de prendre des décisions, a la capacité, n'est-ce pas, de pouvoir gouverner. Moi, je crois que les gens sont en train de préparer les esprits pour 2025 et de pouvoir faire blocus du fait que le président Paul-Biya ne puisse pas se représenter. Parce que le président Paul-Biya fait peur aux opposants. Donc tu voudrais qu'il se représente en 2025 quand même. Se représenter, c'est... Monsieur Meka, la parole, je vous en prie. Non, moi je me base sur la Constitution. Le mandat est renouvelable. Mais la décence, quand même l'élégance, quand même. Ok, on peut dire que, excusez-moi de dire un mot. Non, moi je ne vous ai jamais coupé. Penser, oui, mais on peut vous aurez votre tour de parole. D'accord. Bon, hypothèse simple, hypothèse d'enfant.
si les Camerounais appellent à ce que leur président reste, vous allez faire quoi? Vous, un individu, vous n'allez rien faire. Vous n'allez rien faire. Et c'est ça, oui, et c'est ça la puissance. Comment est-ce qu'ils appellent Non, souvent? je dis, et c'est ça la puissance de la démocratie. La démocratie, c'est la dictature de la majorité sur la minorité. Et c'est pour ça que je voudrais que vous compreniez que c'est une très bonne définition de la démocratie. l'élection, l'accès au pouvoir, c'est par élection. Et on ne peut pas empêcher un peuple de choisir, n'est-ce pas, son président. Je voudrais vous rappeler que le président de la Tunisie, après le printemps arabe, avait près de 71 ans. Donc, pour moi, je pense que plus on vieillit, plus on devient mûr, plus on devient sage. Hein? On devient sage. Il y a des problèmes aujourd'hui que nous sommes passés à des étapes extrêmement fatidiques, vraiment, et des étapes qui étaient vraiment des étapes qui étaient fatidiques pour le pays. M'eût été la sagesse du chef de l'État, on se serait embrouillé. Et nous serons aujourd'hui dans l'abysse, dans le précipice. C'est cette sagesse-là que nous avons besoin aujourd'hui. Et pour moi, le débat sur, je ne sais même pas comment vous appelez ce débat-là, pour moi, le chef de l'État est d'actualité. C'est l'homme de la situation. Et nous attendons à ce que, le moment venu, que nous puissions, n'est-ce pas, faire les élections. Samuel Billon, est-ce que le contexte se prête à ce que soit mené ce débat? Moi, je pense même que c'est le RDPC qui suscite ce type de débat. Ah bon? Oui, mais écoutez, je vais vous dire. D'abord, au mouvement réformateur, nous sommes républicains, nous sommes démocrates. Nous devons protéger les institutions. Je ne comprends pas, et je le dis comme ça, je le dis très clairement, quand j'analyse le protocole de la finale de la CAN, je ne comprends rien. Je ne comprends rien parce que je sais qu'ici, le président de la République a souvent présidé la finale nationale avec des gens tous les joueurs qui partent prendre leur trophée là-bas, là où ils se trouvent. Pourquoi dans le protocole, on a fait en sorte que les gens descendent, prennent les médailles et tout ça, et qu'on fasse monter le trophée? Si ce n'est pour dire que le président ne peut pas descendre, pour donner le trophée. Donc moi je dis que c'est le RDPC qui crée ce débat. Et regardez comment ça se passe. Est-ce que vous pensez que le ministre secrétaire général des services de la présidence, c'est lui qui a vocation à représenter le mouvement, le Cameroun à l'international? Il n'a pas vocation. On a un premier ministre. On a un premier ministre. Donc on a un dysfonctionnement institutionnel qui fait que les Camerounais ne peuvent que se poser la question de savoir si le président aujourd'hui est en capacité de diriger. C'est un questionnement tout à fait naturel. C'est un questionnement tout à fait naturel. Et donc, nous pensons que... Bon, d'abord, je suis d'accord avec M. Mekako, ce n'est pas un problème d'âge. Ce n'est pas un problème d'âge. C'est fondamentalement un problème de capacité. Et aujourd'hui, quand on prend les exemples que je viens de prendre là, on a vu, par exemple, un président comme Père Sonam, le feu au Fort-Boigny, qui effectivement allait au-delà de 90 ans. Mais tout le monde sait que ces dernières années, il avait quand même cédé le pouvoir à l'actuel président qui était Ouattara. Donc, moi, rien n'empêche. Le président, il est sage, c'est normal. OK, personne ne peut lui donner la sagesse. Mais je pense qu'aujourd'hui, si le président, il y a un certain nombre de choses qu'il ne peut pas faire, il faut qu'il délègue clairement. Et la Constitution le prévoit. Il ne faut pas qu'on ait l'impression que certaines personnes abusent de leur position. Et c'est ça qui suscite le débat. Donc, moi, je pense que il y a une clarification à faire. Il va de soi qu'il y a un certain nombre de choses que le président ne peut pas faire aujourd'hui. Et après, il y a une décision. Est-ce qu'il veut encore se représenter? Ça, c'est notre problème. Est-ce qu'il peut aller au bout de son mandat? C'est à lui de répondre. Mais nous pensons que si effectivement il veut aller au bout de son mandat, au lieu de nous fournir ce qu'on a vu à Mondovision, là où vous avez, on dit clairement aux gens que le président ne peut pas descendre et comme on monte avec le trophée, ce qui était très ridicule, au lieu de nous fournir ce type d'exemple, le président peut léguer ce pouvoir, la Constitution le permet, ce pouvoir notamment au Premier ministre, puisque les dispositions constitutionnelles le permettent, il travaille. Pour finir, je veux dire que nous avons une situation grave dans les régions anglophones. Depuis 2016, le président n'a jamais fait ce déplacement. C'est anormal. Ceux qui ont suivi, par exemple, la crise dite des villes mortes, savent que le président de la République, pour éteindre les villes mortes, a fait le tour de toutes les régions.
Et ici à Douala, il avait dit, je crois, me voici donc à Douala. Il a fait le tour pour éteindre cette crise. Pourquoi il ne peut pas aller dans les régions anglophones pour éteindre cette crise? On entre avec vous par où M. Samuel Biyo est sorti. Est-ce qu'il y a des éléments, des indicateurs qui jusqu'ici permettent justement de remettre en question les capacités du chef de l'État à continuer d'assumer sa fonction présidentielle? Moi, je crois que ce débat, il me met très mal à l'aise. Parce que dans un contexte normal, il ne devrait pas avoir lieu. Il ne devrait pas avoir lieu parce que on a un homme qui a presque 90 ans, 89 aujourd'hui, et qui a passé 60 ans dans la haute administration. À moins qu'on ne lui prête des capacités de démiurge ou alors de Dieu, mais il est arrivé à... Je veux dire, il a donné, il est au bout du rouleau. C'est la décence. Ce n'est pas... C'est la science, c'est la décence, monsieur Meka, vous le savez. Il a donné ce qu'il avait à donner. Il est temps... Moi, je sais rien. Oui, vous savez que quand on fait 60 ans en haute administration, ben on ne peut même plus être performant avant 60 ans de sa vie. C'est dans quelle science? Oui, vous le savez. Non, mais je pense Vous savez. que... On ne peut pas avoir à moins qu'on y passait le temps à faire autre chose. Valider vos préjugés et tout, Monsieur mais ne Meka, parlez à pas moins de qu'on y science. passait le temps à faire autre chose qu'à travailler. Vous conviendrez avec moi que vous ne pouvez pas être optimal pendant 60 ans au plus haut niveau. Ce n'est pas possible. Non, moi je crois qu'il faut rester sur les Il y a qu'au éléments. Cameroun, à moins qu'on ait des capacités démiurgiques. Voilà. Vous vous accommodez de ça, monsieur Bion, parce que vous accommodez de ce régime. Vous m'avez suivi? Vous m'avez suivi? Vous vous accommodez. Vous m'avez suivi? Vous accommodez. Vous m'avez personnalisez pas le Vous débat. m'avez suivi? Moi, plus loin, là, Vous ce m'avez que je voudrais suivi? dire, les Camerounais doivent choisir. Est-ce que vous m'avez suivi? On peut décider de vivre dans une monarchie, hein, avec des oripeaux des républiques, tel qu'on le fait aujourd'hui. Si les Camerounais s'y sentent à l'aise, moi, je ne trouve aucun inconvénient. Moi, je dis le pouvoir revient au peuple, le pouvoir revient aux Camerounais. S'ils estiment que cette monarchie, cette démocratie cathodique qui se limite au débat du dimanche, où on muselle toute velléité d'expression, où on annihile complètement la société civile, où les mouvements syndicaux sont inexistants, où l'économie ronronne, où il n'y a pas d'impulsion managériale, si ça les arrange, tant mieux. Si ça ne les arrange pas, le peuple sait ce qu'il doit faire pour se débarrasser des dirigeants incompétents. Mais vous faites un élément. Mais qu'est-ce qui peut justifier justement la récurrence de ces débats qui refait surface à chaque fois? Oui, justement parce que vous savez que le RDPC est au crépuscule de son règne. Et le débat, pour moi, il est actuel. Parce que c'est dans le RDPC qu'il existe actuellement la vraie opposition. Un vœu pieux. Le débat, il est actuel parce que, en regardant certains signaux, on se dit chacun devrait déjà se positionner. En ce qui me concerne, Monsieur le Président de la République, c'est quand même la première personnalité du pays, vient de fêter ses 89 ans. Oui. Pour moi, 100 ans, 200 ans, ça ne pose pas de problème. Ça prouve tout simplement que c'est son bon ange. Il fait partie d'une lignée des inoxydables et personne ne peut l'en vouloir. Sauf que, à 89 ans, je crois 39 ans de magistère suprême, c'est-à-dire de président de la République, et depuis 1962, qu'il exerce les hautes fonctions de la République, ça peut amener des analystes à constater que, au vu de certains signaux, comme je vous disais, par décence et surtout l'élégance politique, l'homme devrait quitter les choses. Le président, aujourd'hui, à tort ou à raison, mais moi je pense beaucoup plus à raison, est fatigué en ce qui concerne la charge présidentielle. Sur un autre plateau, quelqu'un dit
il est fatigué. Vous voyez, il a donné la délégation permanente des signatures à X ou à Y. Je dirais qu'en ce qui concerne les délégations du pouvoir, ça a toujours été les autres secrétaires généraux à la présidence de la République ont eu cette délégation de pouvoir, sauf que la magistrature suprême, c'est-à-dire les fonctions de président de la République, vous demandent beaucoup d'efforts physiques sur le plan mental, et l'homme, c'est un être en général qui ne peut pas se bomber le torse de dire qu'il est inoxydable. Le temps, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas tromper. Le temps. Donc, pour moi, la question est actuelle. Elle est d'un intérêt majeur, d'autant plus que en 2025, il y aura des élections. L'on se pose la question, est-ce que s'il est avec nous, est-ce que lui, il pourra encore se remettre? Comme tout récemment, nous avons vu des appels à candidature déjà fusés un peu de partout. Il aurait fallu que nous ouvrions la bouche, dénoncer tout ça pour que les gars calment les velléités. Est-ce que ce n'est pas Vous la avez canne, vu, est-ce que ce n'est pas monsieur la canne Meka? qui a calmé les velléités? Est-ce que... Ce n'est pas la canne qui a calmé les ardeurs des uns et des autres? Non. Vous savez, pendant la CAN, nous, politiques, on nous a dit, il y a les étrangers au pays, calmez-vous, et puis on a respecté le mot. Vous avez vu que personne ne disait plus rien, on a nos problèmes internes. Maintenant, je parle en ce qui me concerne, vous ne m'avez pas vu sur un plateau de télé ou de radio durant toute la CAN. Je vous ai dit, je suis un opposant, mais je suis un républicain. Vous-même, vous avez fait si bien faire de le marteler tout à l'heure. Ils sont partis, parlons de nos problèmes maintenant. Pour revenir au sujet central, c'est-à-dire les 89 ans du président de la République, mon premier jeu d'analyse, en termes de résumé de tout ce que je dis, mon premier jeu d'analyse, c'est que son âge ne me dit absolument rien. Je ne suis pas contre qu'il ait 200 ans ou 300 ans. C'est son bon âge. Il fait partie d'une lignée des gens qui mettent l'on sur terre. Mais seulement, cet âge nous amène plutôt à contrario de s'interroger sur ses capacités physiques à pouvoir assumer la charge présidentielle. Voilà où le débat devrait se focaliser. Et j'ai dit également que le temps, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas tromper. À 89 ans, quand même, je pense que c'est quand même assez très difficile, vraiment difficile, de continuer d'assumer avec la même vigueur cette charge. En une minute, André Lecpen-Butin, mais à 89 ans, on peut continuer d'assumer avec la même vigueur la charge présidentielle? Tout à fait, parce qu'on ne gère pas seul, on a des collaborateurs. Le président est un synthétiseur. Le président, c'est celui qui fait la somme de toutes les propositions et donne la direction. Donc, je ne pense pas que ce soit un véritable problème lorsqu'on a des collaborateurs efficaces, qui sont fidèles et loyaux et qui permettent à ce qu'on puisse bien manager. Voilà, justement, peut-on réellement parler de loyauté au regard des actions posées par les collaborateurs du chef de l'État depuis le temps? On a un gouvernement qui démontre son incapacité criarde à gérer le pays. Pour preuve, le thème qu'on a évoqué aujourd'hui, le Cameroun, sur beaucoup de points, se porte très mal. Moi, je ne suis pas des extrémistes qui enlèvent tout mérite au président Paul Biya. Moi, je dis simplement, à un moment, vous donnez ce que vous pouvez, mais vous n'êtes pas Dieu. Vous faites ce que vous pouvez, vous faites votre temps, et puis vous passez la main. Un pays continue. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et on sort sur cette crise à l'Assemblée nationale en une minute chacun, une crise qui a abouti au limogeage du secrétaire général de l'Assemblée nationale, Gaston Komba. On repart rapidement avec vous, maître Achille Le Dio. Comment est-ce que vous analysez toutes les informations parues dans la presse au sujet des désaccords entre l'honorable Cavaillé Djibril et Gaston Komba? La presse a parlé d'un contrat d'assurance, de grosses retrocommissions et autres. Ben voilà, je vais dire que c'est une guerre de deux chefs bandits. Et j'ai juste j'ai une pensée pour M. Gaston Komba qui a été effectivement lynché, disons-le comme ça. Voilà quelqu'un qui n'a pas bénéficié du principe du contradictoire, on ne l'a pas écouté.
Et puis, ça allait très vite, comme une gestion patrimoniale de l'Assemblée nationale. Et puis, ben voilà, on le met à la porte avec des accusations gravissimes. Avec une procédure en même temps bancale et inappropriée, il est inadmissible que vous licenciez le secrétaire général de l'Assemblée nationale après vous convoquez une réunion du bureau. Maintenant, c'était une suspension de signature au non, préalable. il était déjà à côté. Vous comprenez, on l'avait déjà mis à côté. Et se rendant compte qu'il n'est pas dans la droiture, il se rebiffe. Quand je dis Yves, je parle bien du très honorable. Il se rebiffe à vouloir maintenant se remettre sur la droite ligne. Donc, je dis que ce soit pour cette affaire de contrat d'assurance, que ce soit pour une autre cause, on aurait dû bien faire de l'écouter également, puisque le PAN, le président de l'Assemblée nationale, ce qu'il dit n'est pas vérité d'évangile. D'accord. Alors, quel regard vous portez sur le process qui a permis justement la mise à l'écart de Gaston Koumba? Aucun. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. On a face à nous une institution qui ne sert à rien, qui ne sert strictement à rien, qui aurait pu servir à animer ne serait-ce que le débat politique au Cameroun si on avait des opposants qui y siégeaient. Mais on a une chambre d'enregistrement qui est aphone, qui ne produit pas de proposition de loi, qui fait strictement rien, qui n'est même pas même d'opposer un contradictoire au gouvernement quand il vient. Donc moi, je ne vois pas en quoi ce que deux barons du régime... voilà en quoi ça pourrait m'intéresser que deux barons du régime s'étripent autour de leurs avantages, de leurs positions. Ça ne m'intéresse pas. André Luther Meka, ce n'est pas la première fois que le président de l'Assemblée nationale limoge justement un secrétaire général de l'Assemblée nationale. En une dizaine d'années, au moins 5 personnes se sont succédées à ce poste. Qu'est-ce qu'il faut lire derrière cette instabilité? D'abord, il faut savoir que le règlement intérieur met le secrétariat général sous l'autorité, n'est-ce pas, du bureau exécutif de l'Assemblée nationale. À ce niveau-là, le bureau exécutif a le contrôle, n'est-ce pas, de la nomination du secrétaire général et nettement aussi de son limogeage. Donc, et puis le président de l'Assemblée nationale a convoqué le bureau. Je crois sur les 22 membres, il y avait 15, le quorum était atteint. Et il a dit un certain nombre d'accusations qui ont été portées contre le secrétaire général, qui a été débarqué. Je crois que si ces accusations sont fausses, le secrétaire général doit saisir la chambre administrative pour pouvoir redorer son blason et laver son honneur. Donc, malheureusement, il ne l'a pas fait. Et je crois qu'il y a un autre constat qui doit être fait. Il y a une instabilité, comme vous avez dit, au secrétariat général, ce qui peut effectivement augurer un certain nombre d'interrogations sur les rapports et les relations que peut avoir un secrétaire général et le président de l'Assemblée nationale. Voilà mon point de vue. Alors, ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale met la lumière sur le besoin de transparence, d'amélioration de la gouvernance à l'Assemblée nationale. Quelles leçons est-ce qu'il faut en tirer? Bon, c'est vrai que je ne vois même pas la question de transparence par rapport à ça. Quand on regarde le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale, je crois qu'il est ordonnateur. Le secrétaire général est ordonnateur délégué. Bon, ça c'est pour le règlement. Ça veut dire qu'effectivement, il peut engager l'Assemblée nationale sur un certain nombre de dossiers. Et après, bon, évidemment, on peut faire des contrôles comme on veut. C'est aussi vrai qu'il travaille sous l'autorité. Il travaille sous l'autorité du bureau de l'Assemblée nationale. Mais je voudrais dire à M. Meka que le problème, ce n'est pas la relation. Parce que quand moi je vois tout ce qui se passe, je ne vois pas le problème en termes de relation entre le secrétaire général et le président de l'Assemblée nationale ou bien entre le bureau exécutif. Moi, je vois plutôt le problème entre l'Assemblée nationale, le bureau de l'Assemblée nationale et la présidence de la République. Moi, ce que j'ai surtout retenu, je crois que c'est une accusation grave quand même que le président de l'Assemblée nationale fait vis-à-vis de la présidence de la République. Quand il dit que celui qu'on limoge, il a dit qu'il est irrespectueux, il est même allé jusqu'à dire que c'est un opposant. Et après, à côté, il dit qu'il attend, qu'il a fait une proposition et on attend.
D'abord, je ne comprends pas pourquoi il fait la proposition, parce que moi, j'ai regardé dans les textes, que ce soit la Constitution, que ce soit le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, je vois nulle part où on demande qu'il fasse, qu'il fasse des propositions et qu'il attende. Et donc, on peut penser que quand on lit... En fait, vous interpellez l'indépendance justement du pouvoir législatif de l'Assemblée nationale. Non, la question ne se pose pas. L'Assemblée nationale n'est pas indépendante. La question ne se pose pas du tout. Et c'est un drame quand même pour la démocratie dans notre pays. L'Assemblée nationale n'est pas indépendante. Mais je dis que c'est quand même... C'est quand même grave que qu'en arrière-plan, le président de l'Assemblée nationale dise que la présidente de la République lui a proposé quelqu'un qui était irrévérencieux et qui était véreux. Il a dit véreux. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que les gens que la présidence envoie à l'Assemblée nationale, on ne sait pas comment, déjà, au niveau de la présidence, les choisissent. Donc c'est vraiment très grave. Moi, c'est ce que j'ai retenu de cette affaire quand même. Merci à vous, Samuel Billon, d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Merci, Maître Achille Ledio, d'avoir pu être là. Oui, vraiment, avec beaucoup d'insistance, je suis là. Je voudrais profiter de l'occasion, je ne voudrais pas sortir ici sans ça, pour dire aux Camerounais qui nous écoutent que le président Sékou Touré a été l'homologue de M. Paul Biya. Au Sénégal, il y a eu 2 alternances. Diouf, White, Macky Sall. Mais nous travaillons à l'alternance. C'est grave ce qui se passe au Cameroun. Bon dimanche à tous. Merci à vous, François Handicap, d'avoir été là. Merci, le pouvoir appartient au peuple, à lui de faire ce qu'il dit. Il ne faut pas appeler à la révolution, c'est pas important. Merci, André. Oui, la révolution, vous l'avez ça. Non, ce que je voudrais dire en saluant les Camerounais, je voudrais d'abord leur remercier de leur sagesse, parce qu'ils n'ont jamais attendu écouter ces sifflets, n'est-ce pas, du chaos. Et je voudrais également dire que la stabilité est gage du développement et notre pays est envié par cette stabilité, par cette paix. Merci. Merci à vous, très chers téléspectateurs, d'avoir été avec nous ce dimanche. On se retrouve dimanche prochain sur les antennes de Spectrum Télévision. Si bien sûr Dieu le veut, bon dimanche.